Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de On va s'y atteler. Un épisode un peu exceptionnel. Alors on s'approche de la fin de saison, les Jeux Olympiques sont terminés, maintenant sont derrière nous. Voilà, il reste maintenant quelques Diamond League, des belles Diamond League, on va en parler qui arrivent dans les prochaines semaines. Et voilà, on va aller tranquillement sur la fin de saison. Mais aujourd'hui on va continuer un petit peu à pas parler des Jeux Olympiques, mais continuer un petit peu ce qu'on avait déjà abordé la semaine dernière, le bilan des Français qui était pas forcément exceptionnel à Tokyo, et on se posait les questions de pourquoi. On avait déjà évoqué la semaine dernière peut-être des problèmes. On parlait du niveau de l'athlétisme français qui n'était pas exceptionnel et peut-être des problèmes au niveau de l'entraînement. Peut-être que la France est en retard. En tout cas, on ne sait pas. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de découvrir ce soir. Et c'est pour ça que vous le verrez, on va recevoir pas mal d'athlètes qui ont décidé d'aller s'entraîner à l'étranger. Donc ils verront ils nous expliqueront ce qui est différent de la France et peut-être ce qu'on peut essayer d'améliorer. Je vous propose qu'on accueille tout de suite nos chroniqueurs. Pour l'instant, notre chroniqueur. Puisque pour l'instant, voilà, je suis tout seul avec PJ. Les autres vont nous rejoindre en cours de route. Voilà, ils ont 3-4 minutes de retard. Ils vont arriver, vous inquiétez pas. Mais on a déjà PJ qui est là avec nous. Ça va, PJ? Bien rentré de Tokyo? Ouais. Ouais, c'était dur un peu. Ah ouais, ah d'accord. Bon, ok. Mais bon. Bon, ça s'est quand même plutôt bien passé, les Jeux Olympiques, sinon, dans l'ensemble. Hyper dramatique là-bas. Donc, les Jeux Olympiques, c'est vraiment une compétition particulière. C'est pas, bizarrement, je devrais pas dire ça, mais c'est pas ceux que je préfère parce que, bien sûr, il y a les performances, mais il y a tous les à côté qui sont, tous les émotions sont Ouais, extraverties et ouais, c'est un peu compliqué à gérer tout ça, alors que les championnats du monde, c'est beaucoup plus, on est entre nous, quoi. ouais. Ouais, C'est fluide. ouais, Voilà, ça va toujours mieux. Les Jeux Olympiques, il se passe toujours des trucs ouais. dans tous les sens. Ouais, c'est énorme les JO. On a eu des athlètes qui Ouais. nous en ont parlé sur cette chaîne, c'était énorme. Oui, je disais, c'est un gag à ce stade. Oui, désolé, j'avais encore oublié de démute le micro. PJ nous expliquait juste au début, après on t'a entendu sur la suite PJ, mais on t'a pas entendu au tout début quand t'as expliqué que t'avais toujours un blues post-grand championnat. Voilà, un petit burn-out, tu disais, après chaque championnat, mais là ça va mieux. Maintenant, t'as fait le deuil ouais, des Jeux Olympiques et t'es reparti pour la fin de saison. Bon, tu m'expliquais en off que la fin de saison qui s'annonce quand même assez calme pour toi. Oui, oui, il y a quelques meetings et puis la préparation de la rentrée, Hmm. la préparation, enfin, le calendrier de l'entraînement aussi, il n'est pas encore tout à fait formalisé. Voilà, il y a plein de choses à faire et puis ouais, les compétitions de clubs aussi qui vont arriver avec la Coupe de France, etc. Donc voilà, ça va remonter en force, plus d'autres projets Hmm. d'articles et de recherche. Donc voilà, il y a beaucoup de... Ouais, plein de choses qui Ça arrivent. Bonjour à tous ceux qui arrivent, je vois plein de gens qui disent bonjour dans le chat. Et je vois Ludovic Custini qui est là aussi, donc bonjour Ludo, j'espère que toi aussi tu t'es bien remis des Jeux Olympiques. Si t'as pas le blues comme PJ, que ça va pour tes premiers en plus toi, donc c'est vrai que les premiers c'est toujours assez exceptionnel. Je pense PJ, tes premiers JO que t'avais été, c'est quelque chose quand même. Comme tu dis, c'est vachement Ouais, différent du ouais, championnat du monde quoi. oui, oui, ouais, c'était Pékin en 2008. Ouais, On pourra en reparler, hein, mais c'était l'aventure, quoi. ouais. Première, je savais pas où j'allais dormir, donc Ah d'accord. T'as peut-être quelques anecdotes que tu pourras nous raconter un de ces jours, pourquoi pas à l'occasion. Je propose qu'en attendant que nos autres arrivés arrivent tranquillement, voilà, ils vont nous rejoindre au fur et à mesure. Donc on le rappelle, il y a Diane-Marie Hardy qui va arriver, donc qui est la tête de l'équipe de France. Mame Ibrahim qui lui était à Tokyo avec le 4x400 mètres, justement, avec Ludovic. Et Michael Mebazede qui était à Tokyo avec le 4x100 mètres. Donc voilà, ils viendront tous nous parler parler avec nous déjà de toute l'actualité de l'athlétisme et aussi de leurs expériences à l'étranger, l'entraînement à l'étranger, c'est la thématique de ce soir. On va commencer avec les actus tranquillement. En ce moment, il se passe les championnats du monde junior. Voilà, c'est un petit peu l'actu du moment. Je sais pas si tu suis quand même un petit peu PJ, tu suis d'un œil quand même les championnats du monde junior. oui, oui. Alors aujourd'hui, j'ai pas regardé, comme je te disais, Ouais. en mode travail, études vidéo plus l'entraînement ce matin. Mais ouais, hier, j'ai évidemment tout regardé avec le marteau, avec le sprint, voilà. Donc c'était bonjour. Salut. Bonsoir, bonjour. Salut mamie, ça va?
Ça va et toi? Et vous? Oui, ça va. Justement, on Très, parlait avec très bien. PJ de son retour de Tokyo, qui nous disait qu'il avait un petit blues post-Jeux Olympiques. Toi, ça va? T'es bien rentré? T'es tranquille? Ouais, ça va, bien rentré. Le décalage, c'était simple dans ce sens-là. Ouais, Et si ça manque un petit peu quand même les jeux, c'est toujours comme ça. T'as toujours cette petite nostalgie, le fait de rentrer, d'avoir des moments parfois un peu seul, alors que là, tu étais en communauté pendant longtemps et ouais. même les derniers jours avec tout ce qui se passait, c'était vraiment, vraiment bien. Ouais, ouais, c'est sûr que les Jeux Olympiques, c'est ce qu'on disait, c'est quelque chose d'extraordinaire forcément pour tous les athlètes qui est énorme. On parlait, Mamé, des championnats du monde junior d'athlétisme qui avaient lieu en ce moment. Est-ce que toi tu suis un petit peu les juniors ou pas du tout? Je sais pas. Là, franchement, Ouais, j'ai rien vu du tout là. J'ai pas du tout suivi. ouais, J'ai pas eu vraiment le temps, donc du coup, et- et- je vois un petit peu les tweets qui passent. ouais, J'ai vu le petit qui a gagné sur 100 mètres. ouais. De J'ai vu qu'on a Botswana. fait une médaille à la perche, et voilà. Et j'ai vu que l'Afrique du Sud se débrouillait plutôt bien depuis le début de ce championnat. C'est vrai, c'est vrai. Alors, il faut savoir que c'est des championnats qui sont marqués notamment par l'absence de nombreux pays, on va quand même le rappeler. Les Mm. États-Unis qui sont pas venus, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Donc c'est vrai que ça laisse pas mal de places vides, mais tant mieux pour nos petits Français qui peuvent en profiter. Donc oui, on a eu une première médaille hier, c'était celle de Élise Russie à la perche. On attendait plus Emma Brentel. On a eu Élise. Salut Diane, ça va? Je vous ai dit, tout le monde arrive au Salut fur et à Diane. mesure. Voilà, vous inquiétez pas, on est entre nous, il n'y a pas de souci. Ça va Diane? Ça va très bien, Ton, nickel. ton stage se passe toujours bien? Ouais, mon stage se passe toujours bien, un petit cours après, ça va, rythme intense, mais ça va. Bon, parfait. Alors, on parlait de championnat du monde junior justement, Diane. Toi, tu suis un petit peu les mondiaux juniors ou pas trop? J'avoue que pas de ouf. Après, j'ai vu les résultats, les Ouais, c'est médailles. ça. Je savais qu'elle avait fait une médaille à la perche, mais Ouais, j'avoue que sinon, je suis pas. En plus, vu que je travaille, c'est compliqué, mais je regarde les résultats des Français, quoi. ouais, ouais, bah c'est ça. Donc, ouais, pour les premiers stands, notre première médaille, médaille d'argent au saut à la perche, du coup, on le disait pour Élise Russie avec 4,15 m. Sinon, moi aussi, je voulais parler rapidement de Yanis Méziane qu'on avait reçu dans cette émission pour ceux qui nous suivent régulièrement. Il a remporté, non, il a fini deuxième, je crois, de sa série, mais il a explosé son record personnel. Il a fait une 47,28. Donc, voilà, c'était une bonne nouvelle du côté des Français. Et sinon aussi, je voulais vous montrer, je sais pas si toi, justement, PJ, qui est un spécialiste un peu du sprint, tu as vu la Jamaïcaine sur le 100 mètres? Je l'ai trouvé assez impressionnante sa course, honnêtement. Bah oui, c'est la surprise parce que Béatrice, en fait, elle avait couru très très vite en série, Ouais, est un peu à l'aise en demi. Bah, elle revient des jeux, faut le dire. ouais. Et en fait, elle fait une grosse faute au départ en finale. Mm. Et la petite Jamaïcaine, Ah, qui gagne avec une grosse marge sur la concurrence, on la voit là. ouais, c'est fou, C'est quoi. vraiment beaucoup Ouais. d'avance. Alors, je sais pas si- il y a une longue tradition, hein, Véronica Campbell. Ouais, Voilà, donc, enfin, je me fais pas trop de soucis pour son avenir. Je pense qu'on la retrouvera sur les podiums élites bientôt, quoi. Enfin, franchement, elle a vraiment dominé la course. Et ouais, 11-10, bon, c'est l'altitude, mais quand même, quoi. ouais. Ça 11,09 le chrono final, donc c'est vrai que 0,9, ouais. c'est quand même une très belle performance. Même déjà en junior, voilà, c'est déjà une grosse perf. Euh, Sinon, voilà, donc on en parlera plus la semaine prochaine. Voilà, les chevaliers du monde junior qui viennent juste de se lancer. Donc voilà, c'est encore les prémices. Je crois qu'il y a demain matin, on a notre Sacha Zoya qui rentre en compétition. Hein, aussi également Antonia Mirati, voilà, qui sont tous les deux favoris, pourquoi pas. Quoi qu'ils sont favoris chacun donc sur Saint-Dié et à la perche. Donc on espère des médailles pour les Français sur ces deux épreuves. Euh, dans les autres actus qu'on a, et justement on parlait d'Enis Méziane qui est venu dans l'émission, qui était un habitué. On peut aussi parler de Laura Valette qui était également, qui est déjà venue plusieurs fois sur cette chaîne. Et malheureusement, on a appris pour Laura qu'elle s'était fait une petite rupture des ligaments croisés. Donc c'était un peu la mauvaise nouvelle du jour dans le clan français. Diane, tu me disais que toi, ça t'était déjà arrivé aussi, justement, cette blessure-là plus jeune? Ouais, moi, c'était pas postérieur, c'était les ligaments croisés antérieurs, Ouais. ouais, quand j'avais 16 ans. Après, moi, j'avais fait vraiment ma rééducation sérieusement et ouais, 4 mois plus tard, je courais des 400 et l'été, je courais des 400 mètres raids. Donc, j'ai pas du tout de séquelles sur ça parce que maintenant, les techniques opératoires, vu qu'il y a plein de footeux qui se font ça, elles sont vraiment carrées. Donc, mais je crois qu'elle va même pas avoir besoin de se faire opérer. Mais je pense que si elle fait sérieusement, et j'en doute pas venant de Laura, elle va peut-être revenir, je pense. Ouais, c'est ce qu'a expliqué, ouais, pas d'opération pour Laura.
Mais en tout cas, voilà, on l'avait vu aux Jeux Olympiques, on l'avait vu à la peine tout simplement. Voilà, on avait vu son genou bandé et elle avait pas fait quoi, elle était loin de ses standards habituels. On voyait bien qu'elle pouvait pas s'exprimer. Et du coup, on a l'explication. Voilà, donc une rupture des ligaments pour elle. Donc on va pas la revoir tout de suite sur la piste, mais pas de doute qu'elle reviendra bientôt. En tout cas, on l'espère. Euh, Moi, j'avais une question pour vous et notamment pour PJ, dans les actus aussi que j'ai vu passer cette semaine et qui m'ont un peu intéressé. Et je sais pas, PJ, si tu l'as vu, donc on avait parlé pas mal de cette piste, cette fameuse piste de Tokyo qui était magique un petit peu. C'est vrai, déjà, si tu peux nous expliquer pourquoi cette piste était magique. Et ensuite, je voulais votre avis sur un tweet de Stéphane Diagana qui disait que pour lui, c'était pas vraiment normal que World Athletics accepte de telles pistes et qu'en fait, pour lui, il disait que c'était comme voilà, qu'il y avait des grosses différences entre les pistes et que ça pouvait amener des différences de performance. C'était comme autoriser des différences de vent sur 100 mètres selon l'endroit où on court ou quoi, des choses comme ça. Il parlait de. Hop, je vais vous mettre le tweet comme ça vous pourrez le voir. Hop, il est là. Ouais, pour lui, c'était pas juste en fait pour les athlètes s'il y avait des pistes qui étaient plus rapides que d'autres. Je sais pas ce que t'en penses, PJ, et surtout si tu peux nous expliquer si cette piste elle était magique et pourquoi elle était magique justement. Alors, si elle est magique, je pense qu'elle est magique, mais on ne sait pas pourquoi. Mais c'est certainement pas parce qu'elle est différente des autres. À chaque championnat, en fait, on a la pub, c'est la piste la plus rapide de tout, etc. Depuis Tokyo, en fait. Tokyo 91, etc. On a eu Atlanta, on a eu c'est du marketing. En fait, elle a la même épaisseur que les autres. Le revêtement avec les petites bosses, là, on l'a déjà vu. Enfin, c'est franchement. Après, en fait, c'est pas tant la marque ou le matériau, ça va surtout dépendre de comment elle est coulée, à quelle période, de la température ambiante pendant qu'elle sèche, etc. Et c'est ça qui fait que ça prend ou pas. Un peu comme Pékin en 2015, on s'est retrouvé avec des performances hallucinantes. On ne sait pas pourquoi, parce que la piste, elle a rien de particulier. Et Mondo, ils sont super forts dans le marketing pour ça. Après, les records du monde de Bolt à Berlin étaient sur Rugapol, donc c'est pas du tout du Mondo ou quoi. Donc, le fait qu'il y ait eu des grandes performances, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer ça. Je pense qu'on peut parler d'une piste rapide, mais c'est pas en soi le fait que ça soit du Mondo, qu'il y ait une nouveauté ou quelque chose de vraiment particulier, quoi. Il n'y a rien de spécial. C'est juste que peut-être qu'elle a bien pris au bon moment, parce que la même piste coulée ailleurs, dans d'autres conditions, elle ne fera pas la même chose, quoi. La piste, c'est un matériau vivant, en fait. Ça vieillit. C'est comme... voilà, il y en a qui vieillissent selon les saisons et les régions du monde. Et peut-être que dans quelques années, elle sera pourrie ou quoi. Il y a des gens, il y a des pistes qui se bonifient avec le temps aussi, ou l'inverse. Donc, non, là-dessus, beaucoup de marketing. Pas d'accord avec Stéphane, du coup. Avec le Google de Stéphane. Mamie, on sait que toi, t'as pas pu... tu n'as pas participé aux séries du 4x400 mètres, mais est-ce que tu as quand même pu tester la piste? Je sais pas si vous aviez eu accès peut-être sur des séances d'entraînement ou quoi que ce soit, ou pas du tout, justement. Non, pas du tout. Par contre, la piste d'échauffement, je sais pas si c'était la même, mais elle était elle aussi ultra rapide. Ah ouais? Donc, du coup, franchement, c'était agréable de s'entraîner dessus. Et tu pouvais quand même constater une différence et ça allait vraiment, vraiment vite et ça donnait envie de courir sur la piste principale. Ok. Ouais, c'est vrai qu'on avait eu des retours d'athlètes qui disaient que la piste était même un petit peu molle, en tout cas, que c'était super agréable de courir dessus. C'est vrai qu'on avait vu des interviews qui allaient dans ce sens-là aussi. Juste je dis parce que j'ai vu Mickaël qui a mis un petit message et il vient de m'envoyer un message. Il a un petit empêchement et il pourra pas venir malheureusement ce soir. Il a promis qu'il viendrait une autre fois du coup pour nous expliquer, mais malheureusement il pourra pas nous rejoindre ce soir. Il a eu une petite urgence. Voilà, c'est pas grave Mickaël, t'inquiète pas, mais une prochaine fois avec plaisir tu viendras nous parler de ton expérience en Grande-Bretagne. Ça va, on a Diane qui elle aussi a été en Grande-Bretagne. Du coup, bon, la Grande-Bretagne sera quand même représentée ce soir. C'est bon. Ça va. Elle est au même endroit en plus. Sinon, moi, je vous ai pas demandé ça cette semaine. D'habitude, je vous demande toujours qu'est-ce que c'est pour vous la perf de la semaine. Si vous avez une perf comme ça qui vous a marqué un petit peu cette semaine, moi j'en ai une en tête, c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que PJ, t'as une perf qui t'a marqué cette semaine? Peut-être les 10, 11 ou 10-10, je sais plus, non, ça a été corrigé à 10-11, je crois, du Botswanais, du junior. Alors je dis ça parce que j'étais content, parce qu'en fait il fait son record. Il a fait 10-14 en début de saison. Ouais. Et en fait, cette performance était très douteuse parce que les vidéos qu'on avait montraient que
il y avait une incohérence par rapport au temps final et par rapport au temps de vidéo tel qu'on pouvait le prendre d'après plusieurs vidéos. Donc c'est pour ça que son chrono n'avait pas été validé. C'était plus dans les 10-30. Mais Ok. bon, c'était un junior et peut-être qu'il les aurait fait en fin de saison. Et en fait, c'est ce qui s'est passé avec l'altitude et tout ça, c'est bien. Mais bon, voilà. Donc ces 10-14, ils sont effacés, on s'en fout. La polémique est passée. Maintenant, il a un vrai record national. Voilà. Ouais. Donc très 10-11, on le voit ici, donc c'est Let's Lily Tebogo. 10-11 Tebogo. en demi-finale et, il a ensuite remporté la finale. Il a couru moins vite, mais voilà, il est champion du monde junior. Il s'est imposé du coup à Nairobi, le Botswanais. Diane m'a mis une perf qui vous a marqué peut-être dans les derniers jours. Ouais, il m'a doublé PJ parce que j'avais vu déjà sa course en série et je me demandais ce que ça allait donner en finale parce que je l'avais trouvé vraiment très facile sur sa fin de course. Ouais. Mais je savais pas pour son chrono du début de saison. Donc franchement, chapeau. Et un Botswanais qui va aussi vite sur 100 mètres, bah, il y en a pas des masses. Donc franchement, chapeau à ce petit. Bon, moi j'avais une autre, et c'est vrai que c'est aussi un pays qu'on n'a pas l'habitude de voir briller sur le sprint, et pourtant c'est aussi de sprint que je vais vous parler. C'est de Ferdinand Aumirois sur 100 mètres. Je pense quand même que vous avez vu la perf passer. Elle a quand même fait parler en tout cas. C'est qui que j'entends rigoler? C'est PJ qui rigole? Ouais. Ah non, moi, Pourquoi PJ tu rigoles? Donc, Ferdinand Aumirois, c'était quand même pour moi la perf de la semaine. 9,86 pour le Kenyan sur 100 mètres. Et déjà, il nous avait déjà impressionné en demi-finale du meeting, c'était en Autriche. Il avait fait 9,96, puis 9,86 en finale. Il faut savoir qu'avant cette compétition, il avait un record à 10,00 qu'il avait fait en demi-finale des Jeux Olympiques. C'est en plus la piste, la piste magique. Et donc là, il fait ensuite 9,86. Avant cette année, il avait un record à 10,32. Donc voilà. Il est passé en un an de Belle 10,32 progression. à 9,86. Donc c'est assez exceptionnel. Je sais pas, ça rigole dans le chat un petit peu, mais je sais pas, PJ, si tu le connais un petit peu, Ferdinand, ou pas du tout, mais c'est vrai que c'est une perf qui nous a interrogé en tout cas, parce qu'on le connaissait pas tellement que ça. Voilà, un record personnel à 10,32 en 2020, et là, le voir claquer 9,86, bah, c'est vrai que d'un coup, il change de statut, quoi. bon, bah, il est issu du rugby. Euh, que dire? Bah, c'est vrai qu'il est petit gabarit, hein, il est très musclé. Il fait des concours chez lui de bodybuilding et de force athlétique. Hmm. Euh, bah voilà, non, franchement, après, je me souviens que bon bah c'est vrai que traditionnellement le Kenya c'est les courses, les longues distances et le Nigeria c'est les courtes distances en Hmm. Afrique. C'est comme ça depuis voilà. Mais je me souviens que quand j'entraînais des Nigériens, ils me disaient toujours mais il n'y a pas que des grands mecs au Kenya, faut arrêter avec les stéréotypes. Il y a aussi des gars super musclés. Hmm. C'est juste qu'on ne voit pas, ils font pas de sprint quoi. Il Ils font n'y du a pas rugby de à culture. 7. Voilà. Non, le Et rugby le à 7, jour, très très bon les Kenyans en rugby à 7, c'est c'est vrai. le jour où les gros musclés kenyans vont se mettre au sprint, et ben, ils Ouais. seront aussi forts que nous, quoi. Ouais. Mais c'était il y a 15 ans. Et Mm. ça y est, bah, ils commencent à arriver, donc voilà. Oui, oui, c'est vrai que finalement, rien d'étonnant. Mais mon mamie, t'avais vu passer aussi cette perf? Quoi, je pense que t'as été étonné un petit peu comme Euh, tout le monde, un 9,86 comme ça. ouais, il s'était pas remis du décalage quand il était arrivé à Tokyo. C'est pour ça que sa perte Ouais. est sortie un peu plus tard. Ça va, elle arrive un peu plus tard. Oui, bon, on le dit dans le chat, oui, il avait été suspendu 2 ans pour dopage en 2017, je crois. C'était il y a un petit moment maintenant. Il était... Non, c'était en 2015 et jusqu'en 2017, je crois. Quoi, en tout cas, ça commence à dater un petit peu. 2017. En 2017 jusqu'en 2019, il est revenu en Et 2019. je crois. 2017, et j'ai lu la décision, en fait. C'est pas du tout pour le défendre, parce que j'ai aucun intérêt à le défendre ou quoi, Mm. mais c'était vraiment une connerie, genre. Voilà, mais Mm. il est pas dans une démarche, voilà. Mm. Non, non. C'est Bah la oui. décision vraiment qui a fait qu'il a été suspendu. Il a été suspendu parce qu'il a été négligent et tout ça, mais donc à l'époque, je pense pas qu'il était dans un schéma de dopage tel qu'on peut l'imaginer. Ouais, bien sûr. Bah, t'as raison de le préciser. Mais en tout cas, c'est vrai que pour moi, c'était la perf de la semaine. Parce que bon, 9,86, on n'en voit pas tous les jours. Et puis de quelqu'un, voilà, un Kenyan, voilà, jamais de Kenyan qui était passé sous les 10 secondes, directement 9,86. Le record d'Afrique qui est tombé cette année, qui est déjà peut-être de nouveau en danger. Je sais que PJ, tu suivais ça avec attention. 9,84 par Akani Simbine. Et voilà, ça pourrait déjà être en danger. En tout cas, en parlant de records qui sont en danger, j'ai une autre chose à vous montrer. Je sais pas si vous avez vu ce tweet passer. Il m'a fait plutôt rire personnellement. Mais est-ce qu'il faut vraiment rire? Je sais pas. Vous savez, dès demain, il y aura le Préfontaine Classic aux États-Unis.
Donc c'est un énorme meeting. 26 médaillés d'or qui seront présents. 26 médailles d'or de Tokyo. Donc il y en a qui ont plusieurs médailles d'or. Voilà. 26 médailles d'or de Tokyo qui seront présentes sur la piste. Et parmi les start list, on retrouve notamment sur le 100 mètres féminin un énorme start list avec les 4 premières, donc les 3 Jamaïcaines plus Marie-Josée Talou, qui seront opposées à Sha'Carri Richardson, donc la nouvelle star du sprint mondial qui n'a pas pu participer malheureusement aux Jeux Olympiques, mais qui là pourra faire face au top gratin mondial. Sur 5000 mètres, on aura Sifan Hassan qui annonce viser le record du monde. Et sur 100 mètres, on aura Michael Norman. Michael Norman, donc voilà, plutôt spécialiste du 400 mètres, mais qui on sait peut être très rapide sur des distances plus courtes. Et j'ai vu un petit tweet passer de son copain Ray Benjamin, qui m'a fait réagir. Et il a dit je pense que Michael Norman pourrait battre le record du monde du 100 mètres. Et il a dit qu'il n'était pas biaisé donc, dans sa réflexion. Donc, attendez, voilà. Vous en pensez quoi? Quelqu'un y croit ou pas? Je pense qu'il est un peu biaisé. Personne n'y croit? Mamé, toi qui es spécialiste du 400 mètres, tu crois à Norman qui bat le record du monde du 100 mètres? Franchement, je le vois pas à l'entraînement, mais faire 9,58, c'est quand même assez costaud. Donc, qui confirme déjà moins de 10, et après il verra. Mais s'il fait 9,58, c'est assez incroyable. Ça serait incroyable. Déjà, franchement, s'il fait 9,70, ce serait incroyable, mais 58. Non, mais déjà, même 9,70 quand même. Déjà, s'il était au niveau de son record, il a un record à 9,86. Voilà, c'est déjà comme le Kenyan, du coup, 9,90, c'est déjà une très très belle perf. Donc, on verra ce que ça donne sur 100 mètres. Bon, voilà, c'est quand même quelqu'un qui court très vite sur 100 mètres. 9,86 pour un coureur de 400, c'est exceptionnel. Mais entre 9,86 et 9,58, après, on l'attend championnat sur 400, quoi, parce que Doha et Tokyo, c'était pas ça. C'est ça. C'est vrai qu'il nous habitue à des gros chronos sur des meetings. Pour l'instant, en grand championnat, il n'arrive pas forcément à confirmer. En tout cas, Mamé, les coureurs de 400 qui brillent sur 100 mètres cette saison, je pense notamment à Shaika Jackson, à Fred Kerley. C'est quand, toi, qu'on te voit sur 100 mètres? Non, jamais. Pourquoi non, pas? franchement, non, pas du tout. Après, le truc, c'est que ça reste quand même de base des personnes qui quand elles ont démarré l'athlétisme, elles étaient sur des disciplines assez courtes déjà. Donc, du coup, même si ils ont ultra performé comme Norman sur 400, 43-40 ou 43-45, je crois, il vient quand même du sprint. C'est vraiment une école de sprint, donc voilà. Mais c'est bien de voir ça. Il y a beaucoup plus de profils assez polyvalents. Et ça change de plus en plus dans les dernières années. Donc voilà. Non, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que voilà, c'était marrant cette année, on a vu quelques spécialistes du 400 mètres se mettre au 100 mètres et avec réussite, puisque tous les deux, comme je disais, Fred Kerley, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques sur 100 mètres, Shaika Jackson, médaillé de bronze. Donc c'est vrai que c'était des belles réussites, des reconversions, mais comme tu dis, voilà, ils ont des profils déjà au départ, c'était déjà des personnes très rapides. Michael Norman, s'il se mettait au 100 mètres demain, ça étonnerait personne avec un record à 9,86 et 19,70 je crois sur 100 mètres, 19,72, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que 70, ouais. Donc voilà, très très costaud. En tout cas voilà, donc je disais dès demain, Préfontaine classique à Eugène, voilà, des gros noms. Et la semaine prochaine, Vincent qui nous en parle dans le chat, la semaine prochaine, meeting de Lausanne jeudi prochain, meeting de Paris pour samedi. Eugene, Ouais. je voulais dire pour Eugene, en fait, c'est un passage obligé pour les athlètes Nike. Ouais. Ils vont pas forcément tous performer, quoi. On a vu dans le passé le meeting obligatoire, il y a des gens, ils ont juste fait 11-30, voilà, juste pour participer, pour dire coucou. Donc peut-être qu'on sera déçu sur certaines performances, mais il faudra avoir en tête que c'est un passage obligé pour eux, quoi. En tout cas, les 3 Jamaïcaines qui enchaînent, puisqu'elles seront aussi présentes à Lausanne jeudi prochain. Donc voilà, elles font tous les meetings d'Amérique. Je sais pas, Paris, je crois pas qu'il y ait. Et Paris, si, ok. Si, ouais, bon, on va avoir pas mal de remakes de la finale. Hélène, en tout cas. Ouais, mais du coup, ça sera intéressant. Et donc Lausanne, Paris, voilà, des gros meetings qui arrivent avec des grosses start lists. Honnêtement, pour les Jeux Olympiques, je savais pas trop. Moi, je me disais peut-être que pas mal d'athlètes vont avoir envie un petit peu de couper, de lever un petit peu le pied. Et dès le premier meeting d'Eugène, bon, comme tu disais, c'est un meeting obligatoire. Mais Lausanne, là, c'est pas obligatoire. Et il y a quand même des énormes start lists qui sont annoncées. Là aussi, avec beaucoup de médaillés qui seront présents. Donc, on va avoir du beau spectacle.
Je pense notamment, on le disait, Karsten Warholm qui va faire un 400 mètres. Voilà, depuis le temps qu'on attend qu'il fasse un 400 mètres plat, il en fera un à Lausanne. Donc on verra ce que ça donne, c'est jeudi prochain. Et d'ailleurs, malheureusement, jeudi prochain, il n'y aura pas d'émission d'On va s'y atteler. Je pense qu'on fera une émission peut-être plus tard dans la semaine, peut-être un autre jour, mais parce que je serai présent au meeting de Lausanne jeudi soir, donc voilà, je pourrais pas faire l'émission, mais en tout cas, on suivra les résultats avec attention. Voilà pour mes actus. J'ai un peu fait le tour. Je sais pas s'il y a d'autres choses que vous avez vu passer dont vous vouliez parler, mais j'ai un petit peu fait le tour des actus dont je voulais parler cette semaine. On va pouvoir se concentrer, voilà, 21h30 c'est ce qu'on avait prévu, se concentrer sur notre focus de la semaine, donc l'entraînement à l'étranger. Pourquoi j'avais envie de parler de ça? Tout simplement parce que la semaine dernière, on avait fait une émission sur le bilan de Tokyo, où on disait que le bilan n'était pas extraordinaire. Mais au-delà du bilan, c'était pas forcément les athlètes qui n'avaient pas été au niveau, c'était plutôt le niveau moyen de l'athlétisme français et le niveau de l'équipe qui n'était pas forcément exceptionnel et pas au niveau de l'athlétisme mondial actuel. Donc on cherchait des explications. On a également eu un live cette semaine, un live très intéressant par parler d'athlètes sur Instagram organisé par Michael Anani. Il y avait notamment Teddy Tango et on a pas mal parlé de la densité française qui n'était pas au niveau de celle de nos voisins, par exemple on peut penser à nos voisins britanniques, et que du coup ça amenait pas aussi à sortir des grosses performances. Aussi on avait reçu sur cette chaîne Marie Vatel, donc de la natation, une nageuse qui nous disait qu'elle s'entraînait en Grande-Bretagne et qu'il y avait beaucoup de différences à l'entraînement entre la Grande-Bretagne et la France, et que la Grande-Bretagne était beaucoup plus avancée, utilisait beaucoup plus les data, des choses comme ça dans son entraînement. Et on s'est dit, peut-être qu'il y a des choses à creuser de ce côté-là pour l'athlétisme aussi. C'est là qu'on s'est posé la question, est-ce qu'en France, on est à la traîne en matière d'entraînement? Je me suis dit, comment savoir? On va parler avec des personnes qui ont été faire l'expérience de l'étranger, voir comment ça se passe à l'étranger. Donc déjà, si vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est vos expériences à l'étranger, dans quel pays vous avez été, on dira après pour quelle raison, mais combien de temps. Diane, si tu veux commencer, toi, tu as été t'entraîner un petit peu en Grande-Bretagne, je crois. Ouais, c'est ça. Moi, je suis allée 1 an à Loughborough, donc c'est leur pôle anglais, enfin, un peu l'équivalent de l'INSEP, mais il y a une université attachée où il y a toutes les spécialités pour faire tous les cours. Donc c'est là où s'entraîne Michael aussi. Ouais, c'est là où il est. Ouais. Donc voilà. Et moi, je suis allée dans le cadre Erasmus dans mon cursus d'ingénieur. En fait, on devait faire une année à l'étranger. Et du coup, j'ai cherché là où je pouvais continuer à m'entraîner. Et aussi, je voulais progresser en anglais. Donc, c'était parfait. Ça répondait à tous les critères. Et je suis partie du coup une année universitaire, quoi. D'accord, une année en Grande-Bretagne. Mamé, toi aussi, t'es parti que 1 an, je crois, à l'étranger? Alors déjà, à partir, je pense que déjà il y avait un système qui était un peu différent à l'époque, c'est que on avait l'habitude de faire quand même pas mal de stages avec la sélection, et donc du coup je pense pu me rendre compte de ce qu'était le haut niveau grâce à ça aussi par moment, puisque on faisait beaucoup de stages, tu sais, de 3 semaines voire un mois par moment, donc on est beaucoup allé en Afrique du Sud avec une grande majorité d'athlètes de l'équipe de France sur des stages pluridisciplinaires. L'Afrique du Sud, on est allé aux États-Unis aussi. Ma première vraie expérience, ça a été avec l'équipe de France. On avait couru au Drake Relays, donc c'était vraiment assez fou. Et avant de faire le grand saut, j'avais fait quand même, j'avais eu des expériences en Jamaïque, j'avais eu des expériences aux îles Caïmans sur des camps d'entraînement avec des coachs étrangers, et ça m'a quand même beaucoup plu. Et après, pour moi, le grand saut, ça a été donc vraiment en 2017, même si j'avais quand même mes habitudes en Afrique du Sud. Je suis allé m'entraîner donc à Bloemfontein, une ville que je connaissais pas du tout, pour rejoindre la coach et le groupe d'entraînement de Wade van Niekerk. Donc une première fois, j'y suis allé 1 mois, et en fait, je suis juste revenu une semaine pour les fêtes, et je suis reparti quasiment 2 mois et demi, enfin presque 3 mois. Et voilà, c'était une belle aventure humaine, une belle aventure sportive, et qui m'a conforté dans l'idée qu'il faut par moment sortir de sa zone de confort, puisque moi, en étant à Paris, dans mon petit club, c'était super bien avant de rejoindre l'INSEP, mais là, c'était une coupure beaucoup plus longue que d'habitude, et c'était vraiment très intéressant et très enrichissant pour moi. Et PJ, là, ça va être le plus long. Toi, c'est quoi, PJ, tes expériences à l'étranger? Il y en a beaucoup. En fait, ça va être plus être des expériences avec les étrangers, parce que j'ai commencé à entraîner des étrangers. Toi, c'est différent. Voilà, donc Nigeria, Grèce,
Sénégal, un peu de Suisse, j'en oublie, euh, français. Et puis je suis parti, c'est vrai que je suis parti 13 mois en Chine en 2016, 16-17. D'accord. Donc toi, t'es allé là-bas pour entraîner des athlètes, mais tu vivais là-bas, c'était pas les athlètes qui Ouais. venaient en France ou quoi que ce soit, c'est toi vraiment qui allais avec eux dans le pays. Non, j'étais en quand j'ai vraiment commencé, j'étais étudiant en Beaux-Arts Ok. et j'ai entraîné deux Nigérians qui étaient en Allemagne à Heidelberg et Ok. j'allais en je faisais Rennes, Paris, Paris, Heidelberg et je logeais chez eux. Enfin, c'était pas chez eux, c'était dans un appartement où il y avait 10 athlètes, Ouais. un 3. Voilà, donc je dormais pas. Et puis je restais un petit peu de temps, puis je repartais, etc. Donc, et on préparait les championnats du monde. Donc D'accord. voilà. Ça, c'était pour des athlètes et ensuite en Chine c'était aussi pour des athlètes Alors, particuliers ou c'était la fédération? alors c'était pour la province de Shanghai, Ok. en, en partenariat avec Altis, qui est un groupe américain, Mhm. où il y avait Chris Merritt, Fred Curley à l'époque, j'en passe. Donc voilà, je suis resté pour entraîner là, par contre, des Chinois. Et parallèlement, j'avais quand même gardé Quentin Bigot, qui est resté un an tout seul avec son marteau à Metz. Ok, ok. Ok, ok, ouais. Donc, pas mal de. T'as vu quand même. Bon, même si toi, forcément, t'as amené ta vision à toi, c'est pas comme Diane ou Mamé qui ont justement été voir des coachs étrangers, mais t'as vu aussi comment ça se déroulait ailleurs et t'as échangé aussi pas Ouais, mal avec bon, des coachs étrangers. Je suppose ouais. tout au long de ta carrière, t'as eu l'occasion de voir comment ça se passait dans d'autres pays et comment ça se passe en France et de pouvoir un petit peu comparer. C'est ce qui nous intéresse. Bah, c'est Euh, surtout les échanges. En fait, les hmm, échanges avec les étrangers sont beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles et beaucoup plus fluides qu'avec ses compatriotes, en fait. ok. Déjà, c'est un premier point intéressant Les à entraîneurs. souligner, c'est vrai. Ouais. Et donc tu dis il y a plus on met plus en commun peut-être les connaissances dans d'autres pays que on peut le faire en France? Entre pays. Ok, entre pays, ok. Ouais. Carrément. Non mais oui, carrément entre les pays, les gens n'hésitent pas à peut-être à s'aider, se donner des conseils ou quoi, alors que. Mais c'est un vrai network, hein. Hmm, Après, il y a sûrement la barrière de la langue qui fait qu'en France, il y en a pas beaucoup qui font partie de ce network hmm. de coach, quoi. Mais il n'y a pas tant de, comment dire, de rivalité ou de, je sais pas, de secret de secret d'État en tant qu'entraînement. Enfin, Ok. Et, et, et- étranger, si tu poses une question à un coach, en général, c'est les meilleurs coachs qui vont te répondre. ouais, ok. Des dizaines et des dizaines de médaillés en championnat. Tu leur poses une question, t'es rien. Moi, j'étais rien du tout quand j'ai commencé vraiment. Je posais des questions, les coachs, ils me répondaient, quoi. Donc, il faut pas hésiter à les solliciter. Même en tant qu'athlète, je pense que vous le faites peut-être déjà, mais enfin, moi, j'encourage vraiment les échanges avec les autres athlètes parce que il y en a énormément. On a l'impression qu'on va les déranger ou Ouais. quoi, qu'on a de questions sont ridicules. Hmm, Et en fait, on se rend compte que les gens qu'on sollicite sont hyper contents, quoi. Donc, hmm. voilà. Ok, ok. Et est-ce que tu as la sensation quand t'échanges aussi pas mal avec d'autres coachs français? Entre coachs français, ça échange pas mal ou c'est plus fermé justement? Bah, c'est moins, ouais, c'est plus fermé, je sais pas. On a l'impression de. Je pense pas que ça part d'un mauvais esprit, mais je pense qu'on a l'impression de savoir ce que c'est l'autre. Ok, Vu qu'on est qu'on baigne un peu dans le même truc, on a l'impression qu'on n'a rien à apprendre de l'autre, en fait. ok, ok, Mais ok. c'est un problème plus général, je pense, qui touche la société, et Hmm, puis le fait qu'on n'essaye pas de connaître nos voisins, ou tu vois, hmm. on reste très, très centré sur soi-même et on va pas trop vers l'autre, alors que l'étranger, on a l'impression qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas par nature, tu vois. Hmm. Donc on est plus attiré par ça et les cloisons on brise la glace un peu plus facilement, on ose poser des questions, on ose découvrir l'autre. Et tous les sports, oui. Et n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions. Voilà, il n'y a pas que moi qui pose des questions, si vous avez des questions les uns pour les autres, pour Mamé, voilà. Comme dit PJ, il ne faut pas hésiter à poser des questions, c'est toujours intéressant d'apprendre des autres, mais c'est vrai. Et ça marche aussi ici, de toute façon, on est entre nous pour discuter. Justement, Mamé, donc tu es parti en Afrique du Sud, alors tu dis que tu y avais déjà été, mais c'est quand même différent d'y aller en stage avec l'équipe de France, avec des coachs français, que là d'y aller par toi-même et complètement sortir du système français, de plus être avec des coachs français, d'être avec une nouvelle méthode d'entraînement et des choses comme ça.
c'était quelque chose où tu sentais vraiment que tu avais le besoin de changement ou c'était pour découvrir? Bah, pas vraiment besoin de changement. Après, c'était une année un peu particulière parce que mon coach venait juste d'être promu à l'INSEP. Ouais. Et en fait, il devait toujours, il avait toujours son poste de prof de PS le matin. Et moi, il pouvait venir m'entraîner en fin d'après-midi sur l'INSEP. Et c'est pas quelque chose qui me plaisait beaucoup, entre guillemets, parce que m'entraîner un peu tard et aller jusqu'à l'INSEP, etc. Et je m'étais dit, bah, s'il y avait bien un moment où je pouvais peut-être le tenter, c'était là. Et cette immersion, il y a aussi ce côté barrière de la langue. Hein. Je voulais vraiment parler un peu plus anglais. Bah, c'était le groupe du recordman du monde du 400, donc j'avais aussi envie de voir d'autres choses. J'étais intéressé par la méthode d'entraînement, le côté groupe aussi, parce que je m'entraînais moi tout seul et là j'étais dans un groupe où on était une vingtaine. C'était la première fois que le groupe était ouvert. Donc, il y avait Curtis Mitchell, médaillé de bronze sur 200 en 2013 à Moscou. Il y avait Mosito Leata, qui est un athlète du Lesotho sur 100 mètres, qui était également dans le groupe. Et du coup, c'était pour moi une belle expérience, un moment de partage. Et là, être vraiment aller dans l'intimité d'un groupe, la vraie réalité aussi du pays, puisque l'Afrique du Sud, ça reste un pays assez compliqué par rapport à son passé et aussi par rapport à la pauvreté. Les étudiants, il y avait des histoires assez incroyables. Hein. Il y avait des gens qui étaient dans le groupe d'entraînement qui marchaient à peu près 4 heures par jour pour venir sur l'université et pour rentrer chez eux le soir. Donc, et vouloir faire aussi de l'athlé et être dans le groupe du mec le plus rapide du monde. Enfin, sur 400 du moins. Et donc, du coup, c'était vraiment assez fou, quoi. Ouais. Assez fou. Et j'ai vraiment kiffé cette expérience. Donc, on observe donc pas mal de mentalités qui sont différentes du coup de celles de la France. Toi, tu dis, et en termes de méthode d'entraînement, tu as vu des changements par rapport à ce que tu faisais en France ou c'était sensiblement la même chose? Franchement, l'entraînement, je m'entraînais déjà dur en France, Ouais. mais là, chez eux, l'entraînement, il était tagnant. Son entraînement, il était vraiment, vraiment, vraiment dur. Ouais. Déjà, c'était du bi-quotidien pendant super longtemps et même pendant les compétitions. Ok. Il y avait donc 2 jours de repos dans la semaine, le jeudi et le dimanche. Mais sinon, le contenu, il était vraiment, vraiment costaud. Il y avait énormément de répétitions. Ce que tu pouvais faire le matin en salle de muscu, bah, ça comptait plus quand tu arrivais à l'entrée du stade l'après-midi. C'était vraiment un entraînement basé sur le quantitatif, en entraînement aussi à la manière un peu anglo-saxonne, c'est-à-dire le côté fighting spirit. Et même si tu as un mec qui fait allez, 51 secondes sur 400, sur certaines séances, il va te challenger et c'est aussi ultra intéressant et les mentalités étaient bonnes, ça s'entraide énormément sur les séances et c'était vraiment enrichissant pour moi, c'était une belle expérience et puis voilà, et surtout après le personnage, hein, Taniante, 78 ans, Ouais, qui mène un groupe de 20 personnes juste avec sa voix et c'est assez fort et assez fou, Ouais, tout simplement. ça répond à une question qu'on a dans le chat. Quelqu'un qui nous demande, pensez-vous que les coachs en France sont peut-être un peu trop âgés? Regarde, je vais te montrer voilà, la photo de Hans Botha. C'était la coach au moment de son record du monde de Wade Van Niekerk avec qui a été s'entraîner Mamé. Bon, visiblement, l'âge n'est pas forcément un critère pour Ah ouais, mais je réussir. pense que l'âge, c'est pas forcément un critère, c'est plus pour moi l'état d'esprit. En fait, C'est c'est ça. si les coachs en Savoir se fait remettre en restent pas question. sur leurs acquis, ils essayent toujours d'aller vers l'avant. C'est ça qui est important plus que l'âge, parce que il y a des gens qui à 40 ans peuvent déjà arrêter de vouloir progresser ou de vouloir, enfin, restent sur leur acquis, sur leur méthode qu'ils ont fait il y a 20 ans, alors que quelqu'un de 80 ans, il peut toujours essayer de s'améliorer en fait. Ouais, Après, je pense que globalement, c'est une question intéressante, mais là, en ce moment, on sent un peu ce qui se passe autour de l'équipe de France, de l'athlétisme français, des coachs, des athlètes, etc. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se trompent dans le côté, là, on veut pointer du doigt les entraîneurs, on veut pointer ci, ça, mais c'est un problème global et juste une chose, c'est-à-dire que avant Tokyo,
quand on parle de densité ou de performance, je pense qu'il y a beaucoup de perfs qui sont arrivés sur Tokyo qu'on n'attendait pas. Il y a beaucoup de disciplines où c'était assez costaud, même si sur le 400 haies, il y avait déjà 2 records du monde avant d'arriver. Ces records, ils ont été battus. C'est un contexte. L'événement fait la performance. C'est les jeux. Ça compte beaucoup. Mais là, on est en train de dire, bon, alors, si c'est pas en trouvant un coach de 18 ans qui a pas d'expérience que tu vas devenir un grand athlète. Et à contrario, tu peux aussi avoir un coach qui a 18 ans, qui connaît plein de choses, mais qui n'aura pas la possibilité d'appliquer tout ça avec des athlètes. Donc aujourd'hui, je pense que pour un athlète, ce qui est aujourd'hui prépondérant, c'est déjà sa volonté de s'entraîner, avoir les conditions pour s'entraîner. Et après, l'âge, c'est rien du tout. Et même nous, sur des compètes aujourd'hui, on voit encore des personnes âgées qui coachent et qui ont le PEPS et qui apportent de bonnes choses à des jeunes, à des moins jeunes. Et c'est hyper important. Donc là, je t'inquiète pas. Si tu vas sur un stade d'athlète et que tu tombes sur un coach qui a 80 ans, lui tourne pas le dos, vas-y et tu auras des choses à apprendre. Tu peux toujours apprendre. C'est sûr, c'est sûr. Il y avait quelque chose qui est intéressant, c'est que tu disais que quand tu arrives en Afrique du Sud, tu as été un petit peu étonné par la charge d'entraînement qui était énorme. Justement, peut-être PJ en France, on est feignant en entraînement. Je sais que Hans Botha, en fait, la coach de Van Niekerk, va donner une interview conférence avec Frank Dick le 28 août, 28 ou 26, 28. Donc allez-y, cherchez, vous trouverez assez facilement Frank Dick ou Hans Botha sur Twitter, et voilà, ce sera intéressant de suivre et d'écouter ce qu'elle a à dire, parce que si on n'écoute pas ce qu'elle a à dire, on passe à côté de quelque chose, je pense. Ouais. Après, est-ce qu'on est feignant? Je sais pas. Et puis, non, je pense pas. Non, mais bien sûr, t'inquiète pas. Non, mais bien sûr, mais c'était intéressant ce que Mamé disait, justement, qu'il a été étonné en arrivant. Voilà, et on entend pas mal d'athlètes le dire aussi quand ils arrivent aux États-Unis, par exemple. Des sprinters qui peuvent. 26 août, Vincent nous dit, la conférence. Qui peuvent dire notamment qu'ils voient une grosse différence sur les charges de travail, sur notamment le foncier qui peut être beaucoup plus important quand on arrive aux États-Unis. Voilà, ouais, mais alors, je pense que ça vient aussi de qui y a dans le groupe, parce que quand tu as des avions, quand tu as plusieurs mecs à 44 et que les moins forts sont en 45 dans le groupe, forcément, tu peux proposer des séances où les mecs vont s'en foutre plein la gueule. Je pense au groupe de François Pépin. À une époque, tu avais Leslie, Marc, et tout le monde suivait, et c'était une cadence. Les entraînements étaient super durs, quoi. Et Leslie en a touché un mot, et pour avoir vu vraiment être en immersion avec eux, voilà, c'est vrai que c'était des séances ultra dures, quoi. Et Leslie menait le truc, Marc avait arrêté. Mais tu peux pas proposer ça avec tout le monde, en fait. Tu peux proposer ça que s'il y a des gens très très forts dans le groupe et s'il y a une dynamique. Exactement. Ouais. Je pense qu'on peut tout à fait avoir de très bons résultats sans avoir ce volume-là, mais ça va dépendre du groupe, en fait. Et même au-delà de ça, c'est aussi le contexte, parce que faut bien imaginer que ma vie là-bas, c'est pas la même quand j'étais à Paris. À Paris, il y a le côté transport. Donc déjà, il y a cette fatigue qui peut être supplémentaire quand tu arrives à l'entraînement. Il y a ce côté aussi, il faut rentrer chez soi, selon les personnes qui doivent cuisiner, etc. Alors que là, c'est plus, tu es étudiant ou tu es athlète professionnel et tu es concentré sur ça. Après, l'entraînement était dur, mais il y a une particularité, c'est que Tani, elle a une idée, c'est que l'entraînement ne doit pas être trop répétitif. Donc, c'est-à-dire que elle va toujours te faire souffrir, mais elle va quand même aménager d'une certaine manière l'entraînement, le rendre par moments un peu ludique, avec des jeux. Par exemple, je vais vous dire un jeu, et je pense pas que ça soit un secret de l'entraînement. C'est une fois, donc on avait une séance, elle a mis des cailloux sur 15 mètres. Donc plusieurs cailloux, et en fait, le but c'était d'être le plus rapide, de les ramasser et de les poser. Et en fait, moi, comme je vais dire, allez, comme un crétin, je le faisais super vite sur les premiers, les 5, 6, 7 premiers. Et après, au bout d'un moment, j'étais complètement lactique. Et alors qu'en fait, c'était un exercice en même temps de coordination. Il fallait changer de jambe à chaque fois en ramenant les cailloux pour être moins lactique et aller en fait le plus vite possible. Donc c'était ça. Elle a aménagé des entraînements avec de la musique pour qu'on ait des tempos de course. Franchement, tu vois, par rapport à son âge, elle nous inventait des trucs qui étaient assez hallucinants.
et qui nous donnait vraiment envie de se dépasser. Sur les warm-up, elle participait, sur le redeem, elle participe aussi. Et son œil, elle n'hésite pas à t'arrêter en disant non, vas-y, c'est pas, ce geste-là, il n'est pas bon, il faut le recommencer. Enfin, le côté aussi groupe, émulation, comme PJ l'a dit, bah, quand tu as des mecs qui vont vite ou qui sont costauds, bah, tu peux te permettre de mettre en place certaines choses qui vont nous permettre de nous dépasser, d'aller encore plus vite, de quitter par moments des zones de confort. Et ça, c'est ultra intéressant, ultra enrichissant. Et à moindre niveau, tu peux t'en servir. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, si tu commences un sport en te disant tu vas t'entraîner comme un tel et que tu n'as pas le niveau ou tu n'as pas le bagage athlétique ou physique pour le faire, oublie quoi. Oublie complètement. Donc voilà. Pour toi, Mamie, c'est quelque chose d'important vraiment, justement cette densité à l'entraînement, d'avoir un groupe qui tire. On sait que même actuellement en France, tu t'entraînes aussi avec Fabrizio, Saïdi. C'est quelque chose qui a toujours été important pour toi d'avoir des mecs pour se tirer la bourre à l'entraînement? Moi, je l'ai pas connu, hein. Je l'ai pas connu puisque j'étais dans un petit club et avec mon coach, j'ai souvent essayé de trouver un binôme, mais c'était pas simple. Donc, il y avait Martial Migniem, qui était international junior français, qui a couru en moins de 47 en junior pendant une période. Et là, c'était tout à fait nouveau pour moi. Donc, j'ai commencé avec Théo Andan en 2018. Et après, 2019, donc Lidji Mbaye, Fabrizio Saidi et Ludovic Osseni ont rejoint le groupe, Wilfried Apio également. Et oui, ça change parce que ils sont quasiment tous à un niveau de performance à moins de 46. Pour Ludo, Fabrizio, c'est complètement validé et Théo, ça arrive, dit pareil. Mais c'est important parce que chacun, en fait, tu te rendais compte que chacun avait des points forts. Et le but, c'est d'y aller le maximum possible en étant assez intelligent pour savoir se freiner par moment quand l'entraînement est vraiment dur ou quand tu es vraiment, vraiment fatigué. Mais l'émulation qu'on a là, ça pousse et ça facilite, on va dire, ça facilite le passage ou le cassage de certaines barrières pour certains, puisque quand tu es à l'entraînement sur des séances un peu clés et que tu n'es pas très loin d'un athlète, tu peux te dire que ça sera peut-être ton tour ou que tu vas pouvoir passer ce cap-là. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, même si l'équilibre d'un groupe, c'est aussi parfois difficile. Hein. PG a donné un bon exemple. Le groupe de François Pépin avant, ils avaient deux mecs, enfin les deux meilleurs en France sur une période, et même au niveau mondial et européen. Donc, du coup, c'est ça qui est, je pense, par moment peut-être difficile à gérer. Donc, nous, on a une belle osmose, c'est super beau et super intéressant d'avoir ça. Et ça nous permet de nous tirer vers le haut quand il y a un mec qui est un peu moins bien, d'aller chercher sur des séances, des fins de séance, quand tu es vraiment dans le mal et que tu te pousses pour être avec tout le monde, c'est aussi un côté, un progrès et une belle chose, un bel outil pour la perf. Ok, ok. Et l'autre point qui était intéressant dans ce que tu disais, c'est que tu me disais, oui, il faut savoir que quand j'étais en Afrique du Sud, j'étais pas dans la même mentalité qu'en France. En quelque sorte, il y avait tout qui était en place pour la performance. Voilà, tu y allais vraiment que pour t'entraîner. Alors qu'en France, comme tu le dis, à Paris, tu as les transports en commun, quand tu as des choses, tu n'as pas peut-être tout qui est mis en place. Ça, c'est pas un problème aussi, justement, le fait qu'en France, les athlètes, ils sont peut-être pas à 100% d'entraînement et que ça soit peut-être pas au centre de leur journée. Après, moi, je vais parler pour moi parce que Ouais, bien sûr. je pense que on oublie beaucoup et même sur ces derniers jours, il y a beaucoup de gens qui pointaient du doigt le fait de ne pas avoir passé des caps parce que c'était la Fédé, etc. Mais euh, passer un cap, ça reste quelque chose de personnel dans le sens où on est tous des êtres humains, on a tous aussi des projets pour l'après. Moi, mes parents, ils m'ont énormément bousculé et poussé par rapport à mes études. Et en fait, il était quasiment inconcevable pour mes parents que je fasse de l'athlé sans mes études à côté. Et donc, du coup, moi, j'ai toujours, déjà, je suis parisien, donc les transports, c'est quelque chose de classique pour nous. Mais j'ai continué mes études. J'ai eu le bagage qu'à la limite, mes parents m'ont demandé en disant, écoute, Coco, c'est soit tu fais ton BTS ou soit tu finis par ton master, mais si tu veux faire ta carrière et être à fond dans l'athlé, c'est tes diplômes. Et après, on parlera un peu plus de l'athlé. L'athlé, c'est bien, mais ça va te faire manger ou vivre pendant un moment assez correctement. Mais pour après, ta vie, c'est 30, 40, 50 ans. Donc,
Donc, du coup, ce côté vraiment optimisation de la perf avec tout ça, c'est plus le système, je dirais, scolaire, le Mm. système universitaire qui doit d'abord te l'apporter. Mm. Parce que on commence tous de la même manière. On prend notre première licence, on est cadet, ou minime, cadet, junior, on fait tous des compètes ensemble. Et, et c'est ton talent personnel et ta vie personnelle sur le moment qui fait que tu peux être plus fort ou moins fort ou éclore sur le tard. Moi, j'ai vraiment eu mes plus gros résultats après, un peu après justement l'obtention de mes premiers diplômes, mais j'ai voulu continuer, j'ai voulu avoir un bagage, j'ai voulu me dire, vas-y, maintenant je peux faire ci, je suis intéressé par ça, j'ai fait des années de césure, mais peut-être que ça m'a coûté dans la perf, mais pas dans ma vie de tous les jours, donc du coup, je pense qu'il faut pas le négliger. Tu vois, enfin, PJ, il a une culture G, il a une connaissance d'énormément de choses parce qu'il s'est donné les moyens aussi. Et il a peut-être pas, comment dire, négligé certaines choses. Il s'est donné les moyens de se développer dans tout pour arriver là où il souhaitait. Et c'est ça qu'on oublie beaucoup, c'est que il y en a beaucoup qui se donnent l'idée de se dire bon vas-y je vais faire que de la clé, je vais faire que de la clé, que de la clé. Si ça marche pas un an, ils veulent continuer, 2 ans, ils veulent continuer et au final dire ouais mais on m'a pas aidé, j'ai pas fait ci ça. Mais j'ai envie de dire c'est la vie, c'est un système qui est comme ça. Mais si on veut du changement, bah ça passera par côté peut-être un peu plus universitaire qu'il y a dans d'autres pays échanger aussi les mentalités. Mais bon, en France, on n'est pas forcément le pays numéro un du sport. On est plus sur la culture, sur d'autres choses. Et ça, il faut le prendre en compte, tu vois. Aujourd'hui, pour certaines personnes, tu vas dans un bar, on préfère quelqu'un qui a fait l'ENA qu'un mec qui est sportif de haut niveau. Tu vois, donc c'est ça qu'il faut se mettre en tête et voilà. Et vivre avec ou sinon essayer de changer les mentalités pour la prochaine génération. Ok, ok. Ouais, moi je suis d'accord. Du coup, pour rebondir avec ce que Vas-y, tu as vas-y. dit, pareil aussi, moi j'ai privilégié mes études et enfin, moi du coup, j'ai fait l'INSA à Lyon et du coup, j'avais des études aménagées là-bas, donc ça c'était top. Mais c'est vrai que du coup, mon lieu d'entraînement n'était pas du tout au même endroit. Enfin, il fallait que j'aille à l'autre bout de Lyon pour m'entraîner. Et la grosse différence en fait que j'ai vue en Angleterre, c'est que là-bas, tu avais le centre d'entraînement avec tous les entraîneurs très compétents. Toutes les installations sportives à disposition. Il y a une piscine olympique là-bas, il y a 2 salles de muscu gigantesques. Mais surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est que là-bas, tu peux vraiment faire toutes les études. Enfin, tu peux faire un PhD en recherche fondamentale, en physique fondamentale, tu peux faire de la com, tu peux faire des études d'ingénieur, tu peux faire du marketing, et dans une université qui est vraiment reconnue, qui est la 4e du pays. Et en fait, à plein d'autres endroits aussi, ça marche comme ça. En fait, c'est que sur le campus universitaire qui est reconnu, tu peux vraiment t'entraîner et du coup, tu n'as pas besoin d'avoir des temps de transport. En fait, tu fais tout au même endroit. Et moi, je trouve que c'est ça qui est vraiment bien. Et déjà, en plus, les Anglais, enfin, moi, je parle de l'Angleterre, ils ont peu de cours. Donc, ça veut dire que moi, j'étais en 4e année d'études d'ingénieur. Donc là-bas, tu n'as que 15 heures de cours en présentiel. Et après, bien sûr, tu as beaucoup de travail personnel, mais du coup, c'est beaucoup plus facile pour t'organiser. Tu peux aller à l'entraînement et faire ton travail. Tu pourrais le faire à 8 heures du matin ou 20 heures le soir. Tu le fais à 20 heures le soir. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et en plus, tu peux aménager hyper facilement tes études. Moi, ils pouvaient dédoubler en 2 ans chaque année. Ça posait aucun problème. Et du coup, moi, je pense que c'est ça la différence. C'est la capacité à faire des grandes études, enfin, ou les études que tu veux et de t'entraîner, quoi. Et dans tous les sports, quoi, parce qu'il y avait tous les sports qui étaient regroupés. Il y avait une salle de gym olympique, tu pouvais faire tous les sports, quoi, et des études que tu voulais au même endroit, quoi. Donc Et ça, on n'a pas. pour toi, ce que tu as vu la plus grosse différence quand tu as été en Grande-Bretagne, c'était plus dans la place du sport et dans tout ce qui était mis en place pour la réussite, plus que dans l'entraînement en soi. Il y avait un peu les deux. Un peu les Il y a deux. déjà ça d'avoir tout sur le même campus et de pouvoir vraiment Ouais. faire tes études et ton sport dans le même kilomètre carré. Et après, entraînement, un peu ce qu'a dit Mamé, que déjà, tu as beaucoup plus d'entraide. Enfin, je trouve c'était beaucoup plus facile, et ce qu'a dit PJ, d'aller voir des coachs, de leur demander des conseils. Enfin, ils étaient hyper ouverts sur ça. Même les autres athlètes au sein du groupe, c'était de l'entraîne. Et vu que je fais des combinés, j'allais dans différents groupes et c'était pareil dans différents groupes. Et aussi l'apport de la science, parce qu'eux, ils se servaient vraiment en fait de la science. Ils travaillaient en laboratoire, même pour les récup. Qu'est-ce qu'il fallait faire pendant tes récup sur les spé. Du coup, ils avaient fait des tests et du coup, ils s'en servaient.
Enfin, il y avait un suivi en fait beaucoup plus scientifique de ta performance, alors qu'en fait moi j'avais juste accès en gros à l'université parce qu'en fait du coup il y a le pôle anglais et du coup moi j'avais accès à tout ce qui était au service de l'université et en fait rien qu'au service de l'université c'était assez exceptionnel ce qu'ils mettaient en place quoi, pour leurs athlètes quoi. Après, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que aujourd'hui, quasiment, allez, je dirais 75%, voire 90% des facs, par exemple, américaines, le contenu ou le service pour les athlètes est plus important. Après, je pense que c'est toujours d'un avis très personnel, c'est par exemple l'INSEP, en termes d'outils d'entraînement, en France, il y a pas mieux. C'est mon avis, hein. Après, tu vois, PJ, quand je vois ses tweets où il dit qu'il s'entraîne avec, je crois qu'il y a des oiseaux protégés juste au-dessus de ton lieu d'entraînement, PJ, si je me trompe pas. Bah voilà, non, mais ça t'empêche pas de faire de la haute performance. Donc c'est Mais aussi le oui. lieu, c'est aussi le lieu, c'est aussi la manière dont tu utilises tout ça. Enfin, moi, je me suis entraîné au stade Clairville à Ivry. Si tu fais un tour, tu vas dire, mais c'est quoi ce stade? Et ça m'a pas empêché de faire des minima pour des championnats du monde. Ça m'a pas empêché de faire les jeux. Donc c'est ça. Et il y a des outils qui sont incroyables. L'INSEP, c'est incroyable. C'est un outil qui est magnifique. Il y a de la recherche dedans. Tu peux apprendre aussi pour la récup. Il y a plein de choses. Mais je pense que ce qui peut-être qui manque, c'est cette connexion avec tout ça, avec les besoins spécifiques de certains athlètes, des connaissances. Peut-être qu'on partage un peu moins et que les gens sont un peu trop dans leur coin. Mais ça peut changer. Après, c'est vraiment un travail qui est quand même gigantesque. Il y a des gens qui sont en place, ça change pas mal, ou ça va se structurer. Mais ce qui est fait à l'étranger, c'est parce que c'est mis en place déjà depuis super longtemps. Et l'université où tu étais, j'y étais, hein, j'ai même couru sur le meeting. Donc j'ai des amis qui étaient universitaires. C'est vrai que l'université, elle est assez incroyable, la salle aussi grande, mais l'INSEP, tu vois, par exemple, les Anglais, quand ils sont venus à l'INSEP en 2017, quand ils voyaient la Ouais. salle que nous, on a, bah, ils étaient quand même impressionnés, tu vois, ils aimeraient Ouais, non, aussi c'est l'avoir. belle, Enfin, ouais. donc, du Moi, coup, c'est plus la connexion avec l'université, quoi. Enfin, la possibilité de faire en fait toutes tes études au même endroit, quoi. Non, après c'est clair, mais on a des exemples, tu vois. On a parlé de Jag. Jag, il a fait l'ESCP. Enfin, c'est une des meilleures écoles en France et voire en Europe. Donc, du coup, il y a des choses. Il y a des choses. Il y a peut-être encore un manque de connexion. Et j'espère pour les plus jeunes, pour la génération qui arrive, que ça pourra se faire et pour avoir des résultats encore. Enfin, des meilleurs résultats, puisque pour l'instant, pour tout le monde, nos résultats sont mauvais, mais j'invite ceux qui critiquent aussi pas mal de venir prendre la place de ceux qui courent, puisque ça ne satisfait pas tout le monde visiblement. Mais voilà, c'est un ensemble. Il faut échanger, il faut parler, connecter tout ça. Ouais, Et le c'est jour où on ça. arrivera, bah, j'espère que ça marchera. Non, mais c'est sûr, t'as raison de le dire. Et, mais justement, si l'INSEP est déjà un super outil qui est très très bien pour la performance, et on disait que en plus d'avoir des groupes de haut niveau, ça peut aider à se tirer vers le haut, pourquoi tous les athlètes français ne sont pas à l'INSEP? Pourquoi on pousse pas plus les athlètes à venir à l'INSEP justement? Bah, parce que déjà, en numéro un, l'athlétisme, c'est un sport qui est mixte. C'est un sport où on parle quand même, on parle beaucoup. C'est un sport où les gens, certaines personnes aiment aussi travailler de leur côté. Donc du coup, je sais pas si c'est le meilleur des mélanges de mettre tout le monde au même endroit. Et tout le monde n'a pas besoin aussi des mêmes choses, hein. Tu peux aussi partir par moment, faire des stages, revenir sur l'INSEP et avoir bah, peut-être ce côté recherche, ce côté récup, ce côté ou le manque de choses que tu ne peux pas avoir, ou si tu as, si t'as une blessure, le côté médical. Enfin, ça dépend de ton besoin sur le moment, mais dire pourquoi, parce que quand tu fais du demi-fond, par exemple, l'INSEP, c'est très bien sur des périodes pour courir en salle ou sur la piste dehors, mais si tu as vraiment besoin de faire du long, bah, c'est pas forcément l'INSEP. Tous les demi-fondeurs vont bien à Font-Romeu, où les gens vont en janvier en Afrique du Sud pour aller chercher l'altitude, ou je sais pas si PJ il va en stage sur des lieux où il a vraiment besoin d'être avec son athlète, mais je pense que chaque discipline peut avoir une spécificité, ou chaque discipline peut avoir un pôle, hein, comme le décathlon et l'heptathlon à Montpellier. Ça marche super bien, et il y a bien une raison. Enfin, il y a bien une raison.
Et c'est ça, en fait. C'est peut-être chercher le bien-être des athlètes ou dans des endroits ou dire, je sais pas, le sprint, c'est plutôt dans le sud. Enfin, je sais pas. Il y a des problématiques et c'est pas à moi de trouver, de trouver la réponse. Mais il y a beaucoup de choses, je pense, qui peuvent être améliorées. Et je pense que ce qui manque peut-être et ce qu'il a manqué à l'équipe de France ces derniers temps, c'est plus retrouver la compétition qu'il pouvait y avoir ou le boost qu'il y avait entre nous ces derniers temps, mais qu'on n'a pas pu avoir avec le Covid. On a fait très peu de stages avec tout le monde réuni. Et voilà, ça peut être une explication. Il peut y avoir 10 000 pistes, mais en tout cas, j'espère que la Fédé et les personnes qui sont à la tête de tout ça vont réussir à trouver des réponses. Justement, toi, PJ, qui a vu comment ça se passait dans plein de pays différents et qui parlait avec plein d'athlètes, moi, c'est des questions que je me pose. Est-ce que dans les autres pays, c'est comme en France, c'est-à-dire que les athlètes sont un petit peu chacun dans leur groupe avec leur coach perso, ou justement, plutôt, on essaie de faire des pôles, peut-être par épreuve ou des choses comme ça? Oui, si je prends l'exemple de la Chine, en fait, parce que j'ai travaillé dans des conditions vraiment opposées. Quand j'entraînais les Nigérians, on n'avait absolument rien. Ouais. Ils avaient aucune aide. Et on a préparé les championnats du monde et il les a gagnés vraiment. C'est, enfin, c'est pas de mots pour dire ça, mais il les a gagnés, tu vois, parce que il avait la flamme en lui. Ouais. Il y a des gens tu peux les mettre dans n'importe quelle condition, s'ils n'ont pas cette flamme-là, j'ai envie de te dire, ils feront rien, quoi. Je pense que on a fait un stage avec Olu Fasuba à l'INSEP. Je sais pas en s'entraînant tout le temps à l'INSEP, il aurait pu être super bon parce qu'en fait, il s'était tellement adapté à l'impro comment dire, au retournement de situation et le fait que ça lui donne une motivation supplémentaire, paradoxalement, que si on lui avait servi tout sur un plateau, ça lui aurait fait très très bizarre, quoi. Mm. Un peu comme moi, ça m'a fait bizarre quand j'ai commencé à entraîner dans des conditions comme ça. Et si je prends l'exemple de la Chine, où là, franchement, tout est fait. Je suis allé là-bas, mais j'avais un chauffeur, c'est pour te dire. Ok. Et là, un jour, j'ai voulu aller chez le dentiste. Non, non, c'était tout un cinéma parce que il a fallu m'amener, tout ça. Enfin, bref. Et les athlètes, c'est pareil, quoi. Il y a tout qui est fait pour eux. Ils n'ont qu'à traverser la rue pour aller s'entraîner. C'est tout. Ils ne doivent rien faire du tout, quoi. Et je pense qu'il y en a à qui ça convient et d'autres pas. Parce qu'il y a des athlètes qui sont comme des fantômes. Ils vont et viennent. Ils viennent aux séances complètement passivement et puis ils repartent. Et il y en a d'autres, ils ont la flamme en eux. Et tu sais que eux, ils vont réussir partout, en fait. Alors, je dis pas que Su Bingtian, par exemple, il réussirait dans des conditions qu'a eu Fasuba et tout ça, parce que forcément, ça a ses limites, hein. Et nous, on l'a vu à notre niveau, tu peux pas faire former, tu choisis tes compètes, en fait, hein. Ouais. Bon, bah là, on vise ça, on sait pas quand sont les trials, on sait pas quand est-ce qu'on aura les visas, mais au moins, les championnats du monde, on sait que ce sera bien organisé, on aura un stage avant et tout. Ouais. Mais quelqu'un comme Su Bingtian, en fait, c'est tu sens qu'il a la flamme en lui. Je sais pas, tu rentres dans la salle, hop, tu le repères. Tu dis, putain, lui, je savais pas qui c'était à l'époque quand tu arrivé, mais ok, lui, Ok. il est pas là pour rigoler, tu vois. Tu sens ça, tu sens une Mm. énergie quand même. Et ces athlètes-là, bon, bah, c'est ceux qui vont performer. Et bien sûr qu'il faut aider les athlètes, et bien sûr que euh, euh, on aide les athlètes finalement que quand ils n'en ont plus besoin. Quand ils sont arrivés au top, c'est avant qu'ils auraient eu besoin. Mais ça, tu les trouves dans tous les pays, quoi. Dans tous les pays du monde, on aide les gens qui sont déjà au top. Mm. Sauf peut-être la Chine, où on t'aide dès le départ des cadets, juniors, seniors. Mais je vois pas vraiment une dynamique pour autant, quoi, Mm. ces Ok. pays-là. Bah justement, tu as répondu. Voilà. Il y avait une question qui disait est-ce que les athlètes étrangers que vous pouvez rencontrer sur les compétitions sont eux aussi critiques envers leur système ou infrastructure? Ultra, mais oui, mais oui. Euh, Forcément, oui. L'herbe est toujours plus verte ailleurs, comme on dit. Euh, et par contre, Je suis d'accord avec ce vas-y. qu'a dit PJ. Un peu, des fois, je pense que sur certains, si tu as vraiment trop de confort, en fait, tu as l'impression, je pense, Tu d'être t'endors. arrivé. Enfin, Ouais. pour certaines personnes, ouais, c'est ça, tu t'endors et des fois, c'est pas forcément le mieux. Enfin, des fois, il faut trouver quand même l'équipe pour justement maintenir cette petite flamme, je Mm. pense, chez certains. Mm. On a une autre question qu'on nous pose, c'est laquelle est intéressante. On nous dit est-ce que le fait que les coachs
sont encore amateurs en France, ou en tout cas n'ont pas forcément le temps de toujours s'investir au même niveau que les coachs aux États-Unis ou au Royaume-Uni, où ils sont pros, payés pour ça. Est-ce que ça, c'est un vrai problème aussi? Je vais essayer de répondre. En fait, oui et non. Euh, j'ai été amateur, j'étais au RMI puis RSA pendant 12 ans. Donc, voilà, heureusement que m'aidait, tout ça. Euh, mais je vivais absolument pas. Je suis sorti pendant quelques mois du RMI, ça veut dire que parce que j'avais fait un peu trop d'articles et j'avais dépassé, donc j'ai dû payer ma carte de bus. Enfin, et après, moi, je suis devenu pro et je suis l'un des rares entraîneurs français pro et j'en suis extrêmement reconnaissant et tout. Donc, le truc, c'est que quand tu es amateur et tout ça, en fait, tu as un peu plus le temps. Moi, j'ai des collègues aux États-Unis, ils ont des groupes pas possibles, ils ont une pression de dingue avec des Ouais. sponsors. Ils n'ont pas le temps de faire des recherches, en fait. Ils passent leur journée à l'entraînement et je pense que c'est contre-productif à un moment donné parce qu'ils n'ont pas le temps de se remettre en question. C'est sans arrêt. Euh, tu as un champion olympique là, un champion du monde ici. Je sais pas comment ils font. Moi, je pense à Rana Ryder ou Lance Broman. Mm. Mais comment ils font, quoi? Mm. Comment ils font? Franchement, j'ai pas ce talent-là de démultiplier mon cerveau sur des athlètes aussi différents et obtenir des résultats chaque année. Mais je sais qu'ils ont énormément de mal et ils ont une pression de dingue. Et pour bouffer, ben c'est bon. Franchement, ça va. Ils ont pas de problème d'argent, mais ceci dit, pendant le Covid, il y avait zéro rentrée, quoi. Parce qu'ils Ouais. n'empêchent, ils investissent en matériel. Et comme les athlètes à côté ne font pas de compétition, bah, il n'y a pas d'argent qui rentre. Et là, ça commence à chauffer un petit peu dans le porte-monnaie. Mais pendant qu'ils entraînent, ils ne recherchent pas, ils ne font pas de recherche et ils ne se remettent pas en question. Donc ça, le côté entraîneur pro où tu es vraiment dépendant des résultats de tes athlètes, ça a ses limites aussi parce que au bout d'un moment, ton développement à toi se bloque parce que tu es tout le temps occupé, quoi. Et justement, tu disais que tu es entraîneur pro, tu es un des seuls en France. Pourquoi t'es pro ils viennent d'où tes revenus, PJ? Ben, je suis embauché par un club. Donc c'est Ok, hyper rare, je pense, qu'un entraîneur ok. soit Non, embauché voilà, c'était par un club. pour expliquer. Voilà. Donc quand un bigot participe à à mon salaire, il participe, voilà, la Fédé aussi. Ok, ok, mais voilà, t'es une des, comme tu le dis, c'est rare et c'est pas régulier en France, voilà, justement, que les coachs, même les coachs de grands athlètes qui sont à Tokyo, ils sont pas forcément pro, bah, comme le disait Mamé, son coach et prof de Bah, sinon, sport je à serais côté. encore à l'étranger, hein. Ouais, c'est ça. C'est pour ça il y a beaucoup de coachs, enfin beaucoup, j'exagère, mais il y a des coachs qui font le choix de. Enfin, moi, c'était pas un choix, c'est que j'avais pas le choix en fait. Ouais. Je devais partir parce que j'avais pas resté dans ces conditions-là. Mais ça m'a fait le plus grand bien parce que je me suis rendu compte que pendant 8 ans en fait, j'étais à Montgeron. Mhm. C'est très bien, là, mais j'étais largué parce que j'avais pas de confrontation, j'étais pas remis en question. Et autant quand j'étais jeune et tout, j'avais la niaque et tout, euh, je, je me suis rendu compte en allant en Chine que j'étais complètement largué depuis plusieurs années, que j'avais pas été mis en question, Ouais. que j'avais pas eu de coup de pied au cul et que j'avais eu personne pour me tirer vers le haut. En fait, même si j'avais des échanges constants avec mes collègues de Altis, le fait de bosser avec eux sur place, avec des strength coach, arrêter de les dénigrer ou tu vois, de les minorer en disant ouais c'est des sous-coachs et tout ça. Non, non, non. Parce que eux vraiment ils sont à la page, ils sont obligés d'être à la page. Et sans arrêt ils ont des formations tout ça. Et moi ça m'a beaucoup aidé, enfin, voilà j'ai fait une remise à niveau je dirais. Ok, ok. Mais justement, Ouais, c'est bah, aussi c'est un problème non, mais juste pour finir là-dessus, c'est quand même un problème de se dire, les coachs français, ben, certains des meilleurs coachs français, comme ça pouvait être ton cas, de se dire, eh ben, ils fuient la France, tout simplement parce qu'en France, ils peuvent pas exercer leur boulot. C'est vrai que ça peut être un problème aussi. Mais bon. Diane, tu voulais dire quelque chose? Ouais, ouais, bah moi, le coach que j'avais en Angleterre qui entraînait du coup la championne du monde junior, lui aussi, il travaillait à côté. Mhm. Et du coup, c'était juste pour dire ça que même en Angleterre, c'est Oui. pas toujours. Enfin, des fois, ils font autre chose à côté. Et après, il libérait son temps. Et après, une fois qu'elle a fait du coup, c'était sa meilleure athlète, elle a fait des bons résultats, il a réussi à être à 80%. Mais lui-même, ça lui allait bien pour son équilibre. Et par contre, ouais, la particularité aussi, c'est que là-bas, il y avait des strength coach. Et du coup, pour la muscu, en fait, c'est pas le coach qui fait la muscu. En fait, c'est quelqu'un spécialisé et payé et qui est en lien avec les entraîneurs qui les fait. Est-ce que rapidement, vous pouvez expliquer ce que c'est justement, parce que peut-être que pas tout le monde dans le chat connaît. Est-ce que c'est la Tu veux y différence? aller, Fidji?
En gros, nous, c'était Strange Coast, en fait, c'était tout ce qui se passe en salle de muscu. En C'est fait, ça. tout ce qui est, ouais, c'est ça, avec les barres, même un peu la prépa physique aussi. Si les athlètes étaient blessés, en gros, ils allaient directement avec lui. Et voilà, je sais pas si c'était pareil en Chine pour toi, PJ. Si, en fait, quand je suis arrivé, je suis sorti de l'avion. L'après-midi, j'avais la séance avec des athlètes que je connaissais pas du tout. Il m'a dit, est-ce que tu vas travailler avec le strength coach? Je dis non. Et en fait, j'ai appris à les connaître et j'ai travaillé avec eux, en fait. Ouais. Oui, c'est Ils ça, venaient aussi. c'est une paire, quoi. Ouais. Mm, Donc, c'était toujours mes séances, mais j'ai appris à déléguer mm. parce que je suis un contrôle fric et surtout, je veux que quand il y a des erreurs, c'est moi qui les fais. Ok. Parce que voilà, je m'en prends qu'à moi-même. Mais en fait, j'ai appris que ça marchait très bien et que c'est vrai que de laisser ces athlètes quelquefois, pas tout le temps, mais quelquefois ça leur fait du bien. Ça leur donne une autre énergie. En plus, les strength coach, ils ont une autre image parce que nous, on a l'image un peu en tout cas en Chine, je dirais, du policier ou je sais pas comment dire, de celui qui donne des ordres, quoi. Tu vois, les athlètes s'attendent à ça, alors que le strength coach, il arrive, donc déjà, il a la musique, il fait des tape sur l'épaule. Ouais, Nous, on n'a pas du tout cette position-là. Donc, tu ouais. vois, ça fait une soupape aussi. Mm. Ça permet de respirer et ça donne une autre énergie. Et voilà. Ok. Alors que nous, c'était l'inverse. Le coach principal, il était plus, tu vois, un peu à déconner. Ce Strange Coach, il était genre carré, carré et tout, quoi. Ça déviait pas. Et c'est quelque chose qu'on voit rarement en France, du coup? Ouais, hein. Je Ok. crois qu'ils avaient essayé de mettre ça en place à l'INSEP il y a 10 ans. Et c'était au bon vouloir, en fait, des coachs de laisser l'athlète aller voir le strength coach. Donc, t'imagines bien ce qui s'est passé Ok. en tant que coach. Mm. Et moi, le premier, non, j'ai jamais Ok. utilisé cette ressource. Ok. 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 Mais c'est un petit peu dans l'idée, Diane, tu sauras mieux dire, si je me trompe pas, un petit peu ce qui se passait au départ. Je crois que maintenant la relation a un petit peu évolué, mais avec Jérôme Simian et Kevin Mayer. Il s'occupait plutôt de Ouais, sa ouais, préparation physique et Bertrand s'occupait plutôt de tout ce qui était sur la piste et l'athlétisme, on va dire. Voilà. C'est un peu ça. ouais, en vrai, c'était ça. Jérôme, c'était prépa physique, en fait, pour arriver sur les meilleures conditions Hmm. pour pouvoir faire après tes séances. Et après, le coach est plus là pour avoir l'œil, quoi. Ok, ok. Ok, ok. C'est Après, intéressant. je pense que les rôles, Jérôme travaille d'une manière un peu différente des strength coach, même s'il a cette culture, parce qu'il a été formé à l'école Poliquin au Canada. Hmm. Euh, les strength coach avec lesquels j'ai travaillé, ils sortent tous d'Exos. Exos, c'est vraiment la machine à fabriquer des strength coach avec des méthodes vraiment, enfin, qui ont fait leur preuve parce que ils sont engagés de partout, quoi. Et ils travaillent avec les meilleurs coachs, du coup. Donc c'est un peu différent et leur rôle est très très défini par contre. Alors que Jérôme est Mm. plus transversal. Ok. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ok, ok. Bon, c'est intéressant. En tout cas, bon, à Clermont-Attelé, en tout cas, je peux vous dire qu'il y a un coach qui est payé par le club pour s'occuper de tous les athlètes en salle de muscu et tout ce qui est étirement, gainage et tout ça. Voilà, c'est le même coach que voilà, moi quand j'étais à Clermont, Renaud Lavieni avait le même coach que nous pour tout ce qui était séance de muscu et des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est pour ça que du coup je savais pas que c'était pas forcément quelque chose qui se faisait dans tous les clubs ou quoi que ce soit, mais à Clermont c'était quelque chose qui marchait bien et les coachs lui faisaient plutôt confiance et le laissaient. C'était pas eux qui géraient tout ce qui était c'est de la partie préparation physique, c'était plus lui qui s'en occupait, même si toujours forcément c'était supervisé. Euh, et justement, pour un petit peu terminer, parce que c'est vrai qu'on dépasse, mais en même temps c'est intéressant, on a plein de choses intéressantes à raconter. PJ, j'ai vu une interview il y a pas longtemps, quoi, un article de l'équipe, c'était pas forcément une interview, dans lequel tu intervenais. J'ai plus l'extrait sous les yeux, mais où tu Qu'est-ce que j'ai expliques. dit encore? Non, mais tu étais peut-être un peu critique justement envers le système français. Tu disais qu'on était peut-être en retard sur l'utilisation de data ou de vidéos en France, contrairement à d'autres pays, et qu'il y aurait peut-être pas mal à creuser de ce côté-là aussi. Non, c'était pas. Je pense que quand on fait une interview et qu'on la relit après, on est là. Ouais, bon, ça c'est souvent le cas, oui. Je ne critique pas non plus les journalistes. En fait, ils prennent. euh, j'ai vraiment dit ça à un moment donné, mais Hmm. Dans un c'était parce contexte. que quand je vais en championnat, je filme. Hmm. Et
je suis toujours avec les mêmes personnes en fait depuis des années et des années. Tu as les Japonais, les Chinois, les Néerlandais, les Britanniques, et voilà. Et on se connaît quoi, parce qu'on se met toujours au même endroit, parce qu'au bout d'un moment, voilà, il y a les spots dans le stade. Et c'est un travail qui est pas fait. En fait, il y a tout un travail d'analyse. C'était ce que j'étais en train de faire tout l'après-midi. Analyse des courses, les temps de passage, les techniques, etc. Et une restitution formelle après de tout ce travail-là, qui est destiné à la fédération et aux coachs qui y sont intéressés, quoi. Alors qu'en France, c'est vrai qu'on quitte le championnat, il n'y a rien. À un moment donné, Jacques Piacentin filmait, il a commencé en 1980 et ça a duré jusque Sydney, je crois qu'il a arrêté en 2000. Après, c'est Gilles Follereau qui a filmé aussi. Mais après, je dirais, c'est plus des images de gros plans sur des athlètes où on peut étudier la technique et c'est presque plus esthétique que technique. Là, je parle vraiment de se servir de la caméra comme d'un chronomètre ou comme un décamètre et de faire des mesures, quoi. Donc, c'est un travail qui n'a jamais été fait en grand championnat en France, alors que c'est normal. Tu vois, pour Tokyo, il y aura un rapport qui sera fait sur une centaine de pages qui sera publié au Japon au mois d'avril. À chaque championnat, ils font des prises de vue, des mesures, des études, nanana. Tout ça est mis en conférence, en articles, en thèse, des universitaires travaillent dessus, etc. Et tout ça est restitué aux coachs. Et c'est une mine d'or, quoi. Enfin, moi, je me fournis. Leur premier numéro, c'était en 2005. Et les gars, je les croise en compétition tout le temps. Et je parle pas japonais, je dis pas non plus, mais je récupère tous les chiffres et tout ça, je les mets dans mes banques de données. Et je pense que c'est des choses, nous, on aurait besoin de ça. On aurait besoin de savoir comment s'entraînent les étrangers. On aurait besoin de savoir, Mamé, tes temps de passage sur tous tes 400, tu les as ou pas? Bah, Temps de moi, je les passage ai électrique. parce que mon coach, Voilà. il fait l'effort et parce que Mais c'est tu vois le super temps que ça important. prend? Ouais, et c'est parce que pour nous aussi, des fois, enfin, même au-delà de des données que tu récupères enfin, après une compétition, mais il y a les données que tu récupères pendant une compétition. Parce que, mine de rien, le 400, même si on le voit pas comme ça, mais il y a un aspect tactique. Le temps de passage d'un mec, si il passe au 300 en 32,5 et que toi, tu passes en 33 et que même si à un moment tu vas revenir sur lui, mais t'as tellement de retard que tu vas craquer un petit peu. Donc peut-être que tu vas pousser ton naturel sur des infos qu'on t'a données en disant bah écoute, là je vais passer en 32,7, 32,6 pour être pas trop loin en 300 et je sais que je vais mieux finir donc je passerai. Tu vois, enfin c'est tout ça et malheureusement bah ça dépend des gens qui sont autour, des personnes présentes. Moi, sur des championnats d'Europe espoir, c'était la première fois parce qu'il y avait un coach qui lui utilisait énormément Darkfish, bah, nous donner des données. Et en fait, on avait des infos qui nous ont servi lors de la compète. Et c'est hyper important. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, bah, ça doit rentrer un peu plus dans l'entraînement, dans les compètes. Et il y a des gens qui sont fans, d'autres moins. Mais si tu poses à un athlète, tiens, tu as tel truc, tel truc, tel truc sur un championnat, il va regarder. Et c'est une info. Et une info qui rentre, elle peut être tellement importante sur une compétition, ça peut changer tellement de choses, surtout dans notre sport chronométrique, qu'il faut s'en appuyer, quoi. Donc, c'est quelque chose qui doit changer. C'est quelque chose qui est quand même accessible. Il y a des personnes qui ont des connaissances, qui ont cette volonté de faire d'aider, parce que c'est un support et l'optimisation de la perte l'objet, c'est l'optimisation de la performance. Et donc, si on veut optimiser quelque chose, c'est réunir bah, les compétences de telle personne pour faire qu'un et avoir la meilleure performance possible. Donc ça, il faut que ça soit que ça rentre hein, dans la tête de tout le monde et j'espère que ça se fera. Enfin, moi, PSG, je l'ai connu quand j'étais quand même assez jeune. Je le voyais en tant que c'était plus le jeune coach qui entraînait des athlètes étrangers. C'était assez fou, mais je l'ai vu aussi entraîner Christine et j'ai regardé ce qu'il a fait. Je comprenais pas qu'il ait un tel fan club à Tokyo, mais en fait, je comprends maintenant en fait ses collègues avec qui il prend tous ces temps de passage, toutes ces infos, toute cette data, mais qui doit servir. Ça peut pas être des données qui restent entre quelques personnes. Ça doit être, à mon humble avis, partagé à un plus grand nombre de personnes pour que on comprenne, pour que
tu sais, enfin, même avec les juniors, avec les espoirs, leur dire, bah voilà, tiens, il y a tel truc, tiens, regarde comment t'es passé aujourd'hui, tiens, il faut faire tel truc. Tu as toujours des coachs ou des managers sur les compètes qui prennent des chronos manuels, mais si on est capable d'être précis, c'est énorme. Et ça, il faut s'en servir. Et il faut que les gens le comprennent. Mm. En tout cas, on nous dit, il y a Vincent, du coup, Guyot, qui travaille justement dans tout ce qui est optimisation scientifique à la performance. Donc, justement, donc on en parlait qui est dans le chat et qui nous dit, ça bouge un peu, doucement, mais ça bouge. Donc voilà, donc D'accord. on tend vers ça, mais il dit quand même doucement, donc c'est vrai que ça peut avoir des aspects un peu inquiétants, mais voilà, qui est à l'INSEP, Vincent, donc voilà, il y a quand même des choses visiblement qui tendent à évoluer dans ce sens-là, on espère. On nous dit aussi en France, avant le Covid, on avait BWK Studio qui filmait toutes les compétitions d'Île-de-France. C'était vraiment utile pour les athlètes amateurs. Oui, voilà, mais bon, encore une fois, c'était de leur propre initiative. Et ils faisaient ça sûrement bénévolement, mais voilà, mais c'est vrai que ça peut toujours être utile pour tous les athlètes. Diane, toi, tu utilises pas mal de data et tout à l'entraînement? Bah moi, j'ai essayé de l'apporter justement après mon passage en Angleterre. À l'entraînement, ouais, bah, il y a justement avec l'INSEP, ils nous avaient donné, dans le cadre du projet Fulgur, ils nous avaient donné un petit GPS. Du coup, ça, c'était pour voir toutes nos vitesses instantanées, tout ça. Donc, Ouais. ça, c'était intéressant. C'est vrai. Donc, je l'utilisais pas mal. Après, ouais, j'utilise aussi des techniques de récup, en fait, l'HRV pour voir si je suis cramée ou si c'est bon, je peux quand même continuer et tout. Donc voilà, ouais, parce qu'en tant que scientifique, je trouve que c'est quand même important et d'avoir les faits, en fait, c'est hyper important, même par exemple pour la récup, plutôt que se dire est-ce que je suis. Enfin, des fois, c'est dur de savoir si on est vraiment fatigué et qu'on peut y aller ou si vraiment notre corps il est totalement mort. Et ça, je trouve que ben, la science, ça nous aide pas mal sur ces points-là, quoi. Et comme pareil, l'appareil, en fait, elle permettait d'avoir la vitesse instantanée. Bah, par exemple, je faisais des séances de sprint et après des séances de longueur. Donc, en fait, pour voir si j'arrivais à avoir ma vitesse maximale en longueur ou pas, ou s'il fallait que je m'adapte ou est-ce que ça pêchait, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Parce que en longueur, tu as l'impression que tu cours à fond, mais est-ce que tu cours vraiment à fond ou est-ce que en fait, tu vas plus vite quand tu fais du sprint, quoi. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, les analyses de la longueur qui étaient un peu n'importe quoi à Tokyo. Non, c'était au triple saut. Je sais pas si c'était pareil à longueur, mais au triple Les saut. deux, ouais. Voilà. Si, la longueur, On a la vu. Nigériane, 80,41 et quelques en Ouais, kilomètres heure. ouais, il y avait plusieurs filles qui étaient à 40 Et km/h après, et en ça arrivant choque. sur la planche. Apparemment, ça choque personne, hein, c'est toujours en ligne et tout, mais bon. Bon, voilà, c'était plus rapide que C'est Flojo rapide. sur son record du monde du 100 mètres, donc c'est vrai que c'était un petit peu étonnant. Il y a Ludovic Sony qui nous demande la ceinture catapulte. Je pense que c'était à toi, Diane, qui posait la question, mais c'est la ceinture catapulte. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. C'est quoi la ceinture catapulte du coup? Bah, en fait, c'est un petit GPS Ok. qui est triangulé avec plusieurs GPS et du Ok. coup, ça te donne ta vitesse instantanée, Hmm. voilà, ta vitesse moyenne aussi, le nombre de sprints que tu as fait. En fait, Hmm. tu rentres par exemple ta vitesse max que tu as fait sur un test en mètres par seconde et ça va te donner à la fin de la séance, par exemple, combien de mètres tu as fait à plus de 95% de ta vitesse max, combien de mètres tu as fait à plus de 90 et tout. Donc, ça te permet de quantifier. C'est pas mal. Ok. Donc Vincent qui nous dit extrêmement intéressant ce qui a été fait cette année avec les GPS. Malheureusement, le problème, comme souvent, c'est le prix. Mais oui, forcément, ça a un coût. Après, voilà, tu parlais des tests HRV. C'est vrai que j'avais été étonné la semaine dernière. Test HRV, c'est pas forcément si cher que ça. Il faut une montre, voilà, qui prend les battements cardiaques. C'est ça, notamment en demi-fond. Voilà, la plupart des athlètes en ont quand même. Et j'avais étonné la semaine dernière. On en a parlé dans l'émission avec, on avait Alexis Fellu, donc qui était aussi olympique, et Léna Cordis-Sounon. Et Léna qui disait que c'était pas quelque chose qu'elle faisait, qu'elle commence juste maintenant, et qu'il y a beaucoup d'athlètes apparemment qui font pas encore ça. Et c'est vrai que ben, Alexis il fait ça depuis des années, notamment avec Jeff. Et ça c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en place. Et du coup Diane, tu disais, t'en parlais justement des tests HRV qui peuvent être utiles et voilà voilà, que c'est moins difficile à mettre en place et que c'est pas forcément encore beaucoup utilisé par beaucoup de coachs en France. Je sais pas, même tu fais des tests HRV. Pardon? Tu fais des tests HRV? Non. Non, voilà. Bah voilà. Non. T'as une montre qui fait cardio? J'ai une montre qui fait cardio, mais je fais pas les tests. Et après, sur le côté, enfin, je pense que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'en aurais eu besoin et j'en avais pas. Mm. Et en fait, avec le temps, en me connaissant, bah, je
je suis mon propre métronome sur les séances et tout, et je m'en sers sur la récup, sur l'optimisation de ma récup, sur mon temps de sommeil, sur mon moment où je dois dormir, sur le moment où je dois me relaxer un peu plus. J'utilise mon Apple Watch d'une manière plus récup que perf pur, mais voilà. Sinon c'est tout. Ok. Ouais, Vincent qui dit plus pertinent en demi-fond qu'en sprint. Oui, mais bon, sur 400 mètres, je pense que ça reste, ça peut rester intéressant en tout cas. Voilà, je pense que moi j'ai fait le tour. Si pour vous, vous n'avez pas de questions. En gros, j'ai l'impression ce qu'on peut retirer comme bilan, et notamment de ce qu'a dit Mamé, oui, il y a quelque chose qu'on peut améliorer sur l'entraînement en France. Forcément, de toute façon, on peut toujours améliorer les choses. Et notamment, vous en parliez dans la communication et aussi des choses comme ça. Et on peut toujours améliorer. Mais bon, malheureusement aussi, peut-être le plus gros problème, c'est ce que tu disais Mamé, c'est peut-être plus dans la structure du sport en France. Mais ça, c'est pas forcément dû à la fédération, mais voilà, sur tout ce qui est mis en place pour le sport en France et pour les sportifs, l'accompagnement à la performance, des choses comme ça. Justement, pour avoir un petit exemple là-dessus, Mamé, toi aujourd'hui, tu es pro en athlétisme? Oui, je suis. Bon après, j'ai pu passer le cap, je pense, par beaucoup de partenaires privés. Hmm. Moi, ça avait beaucoup changé pour moi à partir du moment où j'étais vraiment régulier à 45 et j'étais capable de réaliser les minima pour des championnats du monde, pour des championnats d'Europe. Et voilà, et ce statut entre guillemets pro, moi je me voyais plus comme un étudiant qui avait pas forcément des revenus d'étudiant, mais et ça m'a beaucoup aidé pour l'après, et je vais dire la construction aussi de mon projet pro m'a permis, enfin mon projet pro d'athlète m'a permis de présenter et comment dire, et de le réussir parce que j'avais le bon accompagnement, et l'accompagnement fédéral était aussi bon. J'avais pas besoin de grand chose, hein, pouvoir faire deux stages dans l'année, pouvoir faire mes soins si besoin, et voilà. Donc j'avais mon petit stade, mon coach, ma petite salle de muscu, et j'étais concentré sur ce que j'avais à faire. Donc voilà, parce que le statut pro aujourd'hui, enfin j'ai lu pas mal de choses sur Twitter. C'est à quel moment en fait on peut se considérer pro, dans le sens où aujourd'hui tu donnes 1000 euros à une personne qui habite à Paris, ou tu donnes 1000 euros à une personne qui habite je sais pas moi, je vais dire en Vendée. Il y a des Vendéens qui vont m'incendier, mais c'est pas non, mais c'est pas la même chose, tu vois. Enfin à Paris, tu descends de chez toi, tu veux prendre le métro, enfin si t'as pas de passe Navigo, tu payes ton ticket 1,90 €, tu vois ce que je veux dire. Enfin la vie, tu vas acheter ta baguette, elle est presque à 2 euros. Donc il y a plein de choses qui rentrent en compte, et la performance elle sera toujours différente selon tes besoins, selon l'utilisation de ton corps, de ta récup, etc. Donc c'est tellement différent, et il y a tellement de choses où PJ, par exemple, lui, enfin, je donne cet exemple-là, il a connu et il a vu tellement d'évolutions d'athlètes, où il a peut-être compris aussi tellement de choses sur l'humain, qui a un mental, ou qui a un physique, et qui a comment dire, par rapport à l'entraînement, qui peut avoir le moindre grain de sable, peut tuer une carrière, ou d'autres personnes être moins performants, il a tellement d'exemples à donner qu'il peut comprendre. Et moi, qui suis un peu plus jeune, et pareil, durant ma carrière, quand j'ai commencé, je m'étais mis des objectifs où j'étais, par exemple, dans les meilleurs juniors au début sur ma discipline, et l'année d'après, je voulais être dans les meilleurs espoirs. Et il y a des gens qui étaient avec moi, qui ont grandi avec moi, mais qui étaient peut-être plus forts que moi au début, mais qui ont arrêté parce que la vie, enfin, plein de choses. Et c'est ça qu'il faut aussi réussir un peu à quantifier, réussir aussi à comprendre. Être capable de proposer des vrais projets. On sait qu'il y a des catégories où ça parle, et nous, on a quand même de la chance, c'est-à-dire que quand tu es bon, par exemple, en espoir, tu as souvent cette possibilité d'avoir des aides pour après, mais il y a des pays, espoir, ça n'existe pas. Donc, du coup, il y a énormément de choses qui sont intéressantes, mais il y a aussi des choses à travailler. Et pour conclure, c'est ceux qui ont des projets, foncez, mais ayez des doubles projets. Soyez vraiment investis autant dans votre sport que dans vos études pour pouvoir réussir. Alors, ça fait peut-être un peu vieux jeu. On va me dire, ouais, non, ça fait vraiment vieux jeu, mais c'est vraiment ultra important. C'est ultra important pour tout. C'est ultra important pour s'exprimer, pour l'après.
et ne pas être aigri en disant ouais, j'aurais dû faire ci, ça. Non, il faut y aller, il faut tenter, tenter de tout réussir. Et la clé, je pense que là, les gens commencent à le comprendre, ça vous fera pas manger pendant 100 ans. Ouais, Donc, ça c'est sûr. donc du coup, soyez intelligent. Ouais, bien sûr. Bon, les autres, un mot aussi pour conclure. Pour réagir, non, c'est bon. Vas-y. Non, moi, j'avais envie de dire, ben, quand je vous ai tous les deux, j'ai l'impression que vous feriez de super coachs dans le futur, quoi. Non, coach, Non, c'est mais trop c'est dur. vrai, hein. Coach, c'est trop dur. C'est trop dur. Non, Ouais, franchement, je vais rester à la banque. et, Hein. et surtout Diane, je pense que l'un des problèmes qu'on a, c'est qu'on n'a pas assez de femmes coachs. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça. On a un gros trou sur l'athlétisme féminin, et c'est vrai qu'on a eu des coachs à une époque qui étaient spécialistes pour entraîner des femmes, qui avaient un peu plus de succès. Aujourd'hui, c'est plus le cas, et je pense qu'en amenant plus de femmes, plus d'anciennes athlètes ou autres dans le coaching, ça aiderait, quoi. C'est vrai. Ça ne C'est fait vrai, même que ça, c'est un autre jeunes. sujet qu'on va aborder une autre fois, C'est mais vrai. On va l'athlé l'aborder, mais féminin, c'est vrai l'athlétisme que féminin français qui est ouais. complètement en berne en ce moment, c'est vrai que. Vas-y, Diane, Et tu je veux pense dire que de quelque ne chose? pas avoir aucune figure féminine, ça aide pas en coach, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais bon, Mais après, on c'est pas avait, dans mes on avait demandé projets à Antoinette de pour devenir l'instant. coach et elle avait pas voulu malheureusement. Enfin, elle était passée, mais elle avait pas accepté. Elle a dit Et- non, je reste loin des pistes, elle avait dit. Ouais. Alors, j'ai l'exemple d'une ancienne athlète, Alice Decaux. Oui, Des fois, je blague comme ça, on blaguait à l'époque, et elle disait jamais de ma vie je serai coach, c'est vraiment la dernière chose que je ferais, quoi, c'est devenir coach. Allez, elle est coach. et ben, elle est devenue coach. Et bah peut-être dans les prochaines années, Antoinette, on espère, pourquoi pas. Ça pourrait Et être je sympa. rigole avec elle parce que je lui dis, mais tu rends compte tout ce que tu disais à l'époque et tout. Ouais. Bah oui, mais bon, bah, c'est devenu comme ça. Et en fait, elle s'éclate avec ces jeunes, hein. Ouais. Elle les a au championnat de France jeunes et tout. Et je pense que voilà, Alice, si elle a la chance, comme j'ai eu de la chance Hmm. d'entraîner des athlètes hyper doués, ben, on entendra parler d'elle parce que c'est quelqu'un humainement, qui a beaucoup de choses à apporter aux jeunes. Et voilà, j'espère que d'autres gens comme elle vont prendre cette voie-là. N'est-ce pas, Diane? T'as la pression, Diane, hein. C'est le dernier truc que je ferais. Ah, mais elle a pas l'air d'être, ouais, elle a pas l'air d'avoir trop envie, mais bon. On verra. On dit jamais non. Voilà. C'est parce que la vie réserve. C'est ça, exactement. Bon, tu verras. Mais en tout cas, voilà, c'était intéressant justement d'avoir vos retours là-dessus, aussi votre avis sur plein de choses et votre vision un petit peu de vous qui avez pu aller voir à l'étranger comment ça se passe. Bon, il y a des bonnes choses et des moins bonnes, mais voilà, c'est comme partout finalement. Il y a du bon à prendre et du moins bon, mais on n'est pas non plus, contrairement à ce qu'on peut croire, on n'est pas non plus des cancres et on n'est pas complètement largué sur tout non plus. Donc voilà, il faut pas non plus jeter la pierre. Complètement comme tu disais Mamie, voilà, on n'est peut-être pas non plus, il faut pas être Ouais. trop dur avec l'équipe de France ou quoi que ce soit, c'est aussi Et là, une génération Nairobi, aussi. Ouais. les jeunes là qui ont la chance d'être à Nairobi, ils vont vivre des championnats exceptionnels avec une ambiance de fou. Et je pense que ça peut amorcer des carrières, quoi. Avec une Parce que ambiance vivre de fou, ça je suis pas sûr, mais Mais si, c'est dingue oui mais le championnat est à huis clos à Nairobi. T'as vu comment ils dansent les Kenyans Ah et tout oui. ça là. Oui, mais Non, franchement, ça leur fera des souvenirs extraordinaires. oui, mais bon, c'est vrai que normalement le stade est plein de monde et c'est vrai que l'ambiance est folle. C'est vrai que là c'est le championnat malheureusement, bah, comme Jeux Olympiques ou quoi, qui touché par le Covid. Mais c'est vrai que, en tout cas, voilà, on peut avoir de l'espoir pour la future génération, parce que là, on a des belles chances de médailles du côté championnat du monde junior. On a battu notre record de médailles au championnat d'Europe Esport, au championnat d'Europe junior. Donc voilà, des petits jeunes qui arrivent et qui vont pointer le bout de leur nez. Donc on les accueillera avec grand plaisir en équipe de France. Bon, comme d'habitude, on va terminer avec un petit quiz. Mamie, si tu veux y aller, tu peux y aller. Si tu veux faire le quiz avec nous, tu peux, c'est comme tu veux. Vas-y, allez, je me lance, j'aime bien les défis. Allez. On parlait Faut une juste. feuille ou... Non, pas besoin de feuilles, c'est une petite liste. Parce qu'on parlait des. Je suis tombé sur ça comme ça. Et on parlait tout à l'heure des Jamaïcaines qui ont réalisé le triplé sur 100 mètres à Tokyo. Et qui là enchaînent les meetings. Donc c'est vrai que j'ai vu que, voilà, qu'elles étaient inscrites dans pas mal de meetings. Du coup, ça m'a fait penser à aller voir un petit peu combien ça avait été réalisé de fois le medal sweep, comme on l'appelle. Donc le triplé olympique en athlétisme aux Jeux Olympiques. Et bah du coup, je voulais c'était ça mon quiz, c'est me citer, chacun votre tour, les podiums qui ont été réalisés comme ça
triplé aux Jeux Olympiques. Si Vincent Ouais. qui me dit ah, vas-y, Mamé, Ah, tu peux commencer si tu veux. Et Tokyo, ça marche aussi. alors, bah, à Londres, il y a eu Mais chacun votre tour et comme Bolt. ça, ouais, voilà, vas-y. Ok, ok. Donc à Londres, Bolt, Blake et Weir. Ouais, à toi, Diane. Comme ça, quand vous en avez plus, vous Il êtes y a eu le sur 100 200 mètres, c'était. mètres, le 100 mètres, les Américaines à Rio. Ouais, c'était bon. Bon, t'as pas besoin d'avoir les trois, t'inquiète pas. Mais ouais, ça marchait les Je me suis Américaines. arrêtée. C'était, si tu veux savoir, c'était Brian Rollins, Nia Ali et Christy Castlin. Castlin, oui, c'est bon. PJ. Le marteau, Oula je vais dire en 1980. Le marteau en 1980, ouais, c'était quel pays? Il faut au moins le pays. URSS. L'URSS, c'est bon. Avec Yuri Sedik qui avait notamment battu le record du monde à cette occasion. À l'occasion du triplé. Mamé, à toi? Bah, du coup, celui de Tokyo avec les trois Jamaïcaines. Oui, Sur 500 mètres. c'est bon. Diane? Il en reste si vous voulez savoir, bon après PJ il en connaît des vieux, mais au 21e siècle, il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a eu 6 chez les hommes au 21e siècle. Et chez les femmes, Ouais. il y en a eu il y en a eu 4 chez les femmes. Et 6 chez Je les vais me hommes. lancer. J'ai peu de chance, mais je sais pas. Sur 400 des Américains en 2008. Ça marche, c'est lancé au hasard, mais ça marche. C'était Lachlan Merritt qui s'était imposé devant Jeremy Wariner et David Neville en 2008. C'était des foules hasard, hein, vraiment. Ça passe PJ? Le marteau. Le spécialiste marteau. Attends. Je dis pas une connerie. En 88, Le marteau en 88 avec quel pays du coup? URSS. Et encore les RSS et c'était bon. Sergei Litvinov, Yuri Sedik encore Sedik. et Yuri Tam. Voilà. C'était le même podium qu'en 80, hein, je me suis pas foulé. C'est vrai, ils avaient juste inversé entre Sedik et Litvinov. Mamé, à toi. Alors, là, franchement, sur du. Ah, là, franchement, là, comme ça, j'en vois pas. Est-ce qu'il y aurait pu avoir un triplé en. Ah non, là, j'en vois pas. Dans ta spécialité, il en reste pourtant. Ah ouais? Sur 400? Ouais. Des Russes? Ah, des Russes sur 400? C'est possible, Non. ça? Non? Aucune? Non. Non. Chez les filles, ça a jamais été fait le triplé sur 400. Chez les hommes, ça a été fait 3 fois. Et 3 fois par le même pays, du coup. Ah bah ouais, les États-Unis avec comment il s'appelle quand Steve Lewis est médaillé? Oui, Steve Lewis qui s'impose en 88, ouais. Ouais. Ok, Steve ok. Lewis, Butch Reynolds et Danny Everett, 88. Danny Everett. Ouais, les Américains. Bon. Mais bon. Diane? Euh, 1904. alors moi, je dirais Non, Vincent, 1904, les ça marche pas. Turquis. Oui. Sur 5000 mètres. Ah Ça, ouais, ils ont bien dû faire ça un jour. tu tentes des trucs au hasard là. Et quand exactement? Alors, Diane, Je je dirais t'arrête tout de suite. 2004. L'Éthiopie n'a jamais réussi de tripler aux Jeux Olympiques. Ah, Malheureusement. dommage. Ça a jamais. Le Kenya. Le Kenya l'a déjà réussi, mais jamais l'Éthiopie. Malheureusement. T'en as encore, PJ? Bah, est-ce qu'on a dit les Jamaïcaines en 2008? Non, c'est vrai, c'est pour ça, il y avait encore celui-là qu'on en a beaucoup parlé. Les Jamaïcaines en 2008, qu'il avait déjà fait sur 100 mètres. Voilà. Alors, c'était Fraser, Simpson, Stewart peut-être? Ouais, c'est ça. Égalité en plus à la deuxième place, Sharon Simpson et Karen Stewart, apparemment. De ce que D'accord. j'ai écrit. Ah ouais, ouf. Mais bon, ouais, déjà Ok. Sharon Price qui avait remporté en 2008. Jamaïcaine qui avait déjà fait. T'en as d'autres PJ ou pas? Pour vraiment les humilier, Le pour les humilier parcours. jusqu'au bout. Mexico, le 400 mètres. Mexico? 400. Non, non, le 200. Le 400. Oui, mais du coup, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec Mamé. Oui. Avec, Ah, vous l'avez dit à Mexico? avec Non, Lee t'as- Evans. ouais. Si, avec Lee Evans, Larry James. Ah, je croyais que tu et avais Mark dit Cameron. Séoul 88, Non, pardon. j'ai dit Steve Lewis, hein. Ah, Steve. Bah alors attends. Oui, non, c'est moi qui me suis perdu. Non, c'est que ça a été fait 4 fois du coup, le 400 mètres. Non, oui, c'était 88. T'as raison. Et du coup, 68, ça marche aussi.
Et ça a été fait 4 Lee fois en Evans, fait. Ils l'ont réussi Larry 4 fois. James Ouais. et Ron Freeman. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, oui, c'est vrai que cette année, on l'a dit, aucun Américain qui a fait sur le podium sur le 400 mètres. Ouais. Et alors que, bon, quand même, c'est une nation forte. 4 fois, dans l'histoire, ils ont réalisé le triplé sur cette distance. Il n'y avait pas besoin de monter aussi loin, hein, puisqu'en 2004, il l'avait fait aussi. Jeremy Wariner, Wariner, vas-y. oh là là, Wariner, l'autre qui était entraîné par John Smith, j'ai oublié son nom. Ah, j'ai oublié. Ouais. Ah ouais, Ah oui, non, je suis pas remonté aussi haut, en fait, il y en avait beaucoup plus en haut. En 1904, les États-Unis, aux Jeux Olympiques, ont réussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ils ont réalisé 23 triplés dans les mêmes Jeux Olympiques en 1904. C'est parce que Vincent te demande, PJ, si tu connais les triplés de 1904. Oui, mais ils étaient quasiment les seuls à participer. Donc, il n'y avait pas de limite. Ils n'étaient pas limités à 3 par pays. Donc, Ouais. c'est la triche. Ça compte pas. Surtout dans des épreuves, ils avaient fait notamment le triplé sur le standing long jump, standing triple jump et standing high jump. Alors, Ça doit être Ray dur à Et, donc- mesurer. hein. et c'était Ray Avery qui s'était imposé les 3 fois. Exactement. Effectivement. Donc voilà, il y avait vraiment des Et ses disciplines. performances, elles sont extraordinaires. Hein. C'était du 3,40 en saut en longueur sans élan. Ah ouais. Et balèze. Hein. Ouais, bon. Ouais, c'est vrai que 1904, je t'avoue que j'étais pas remonté aussi, mais c'est vrai que y en avait bon, des triplés. Non, sinon, au 21 e siècle, quand même, pour finir là-dessus, on a eu sur 200 mètres les États-Unis qui l'avaient fait aussi en 2004. PJ, t'as le triplé? C'est Crawford qui gagne. Ouais, Sean Crawford. Gatlin. Et le troisième, c'est Non, qui? Gatlin qui termine 3ème. Troisième. Et qui c'est qui fait 2? C'était Bernard Williams. Ah oui, Bernard Williams. Ouais, d'accord. Bernard Williams, sinon on l'a dit. En 2004, on avait eu 3 triplés parce qu'on avait aussi le 3000 mètres steep des Kenyans. Donc avec D'accord. Kemboy Kipruto et Paul Koech. Hop, ensuite 2008, on l'a dit, 2012 chez les hommes, on a tout dit au 21 e siècle. Et chez les femmes, le seul qui vous manque, c'était la longueur en 2004 à Athènes des Russes. Alors, Chou. Ah ouais, Franchement, dans le chat on l'avait, longueur femme Russie 2004, Sydney du coup, ouais. C'était, alors, ils sont pas facile, c'était Lebedeva qui l'avait emporté devant Lebedeva, Simagina et, S'imaginer et Kotova peut-être. et Kotova, exactement. Et c'était serré, hein. 7m07, 7m05, 7m05. Punaise. C'était un gros concours. J'avoue, ça allait loin aussi. Ouais, ça allait loin et c'était serré. Mais bon. En tout cas, les États-Unis et l'Union soviétique et la Russie, en tout cas, qui sont les spécialistes des triplés, hein, ceux qui en ont fait le plus. Les seuls autres pays à avoir réalisé à part eux, c'est la Jamaïque, du coup, 2 fois, et le Kenya 2 fois. Sinon, il n'y a que les États-Unis et l'URSS qui l'ont réalisé. Ah non, non, la Finlande! La Finlande dans les années 1920-1930. Ouais, alors là, Javelot. Au javelot, aux 3000 steeples et aux 10 000, ils ont réussi. Et la Suède aussi en 1912. Bon, on va dire après la guerre. Après la guerre, il y a eu que du coup les États-Unis, la Russie, le Kenya et la Jamaïque qui ont réussi des triplés. Et non, et l'Allemagne de l'Est, une fois en 1976 sur le au pentathlon. pentathlon. Ouais, sur le pentathlon. Avec, alors, je vais essayer, je me lance. Sigrun Siegel, Ouais. Ouais, ça c'est bon. Polak, t'as dit? Ouais. Polak, Björling Le Polak, elle avait fini 3ème, ouais. troisième. Et la deuxième, oh, merde. Franchement, je suis impardonnable. Hein. Je connais pas le podium de 76, mais Vraiment. Déjà, t'as le vainqueur là. Diane, toi, t'es C'est ouf. impardonnable, c'est ta discipline, hein. Pentathlon. Ouais, quand même. 76. C'était Christine Lazer. 20 ans avant ma naissance. Christine Lazare. Oh là 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 là. Et par Bon, contre, il faut que j'aille réviser. Hein, là franchement, aussi, on hein. dit que c'était C'est serré. bien. Et là, c'était hyper serré. Ça s'était gagné à 4745, la deuxième 4745 et la troisième 4740. 5 points d'écart sur un pentathlon. D'ailleurs, Ouais. comment ça se déroule, Diane, quand il y a égalité de points sur les épreuves combinées? C'est celle qui a marqué Le plus gros total. plus grand nombre de points dans une Épreuve épreuve. unique. Ok, et voilà. Et bah, Ouais, c'est du coup, ça. Sigrun Siegel qui s'était imposé comme ça grâce à ça, puisqu'elles avaient fait égalité. 4745. Ça doit être assez rare quand même les égalités en épreuve combinée. Ça doit Ouais, pas franchement, arriver. ça, moi, j'en ai jamais vu. J'ai vu des 2-3 points d'écart plein de Ouais. fois, mais genre le même nombre. Là, 5 franchement, points entre la c'est- première et la troisième, c'est vrai que ça va pas arriver souvent. Mais bon.
Voilà. Bon, voilà, j'ai été tombé sur ces stats du coup. Ça va faire bon PJ. C'est arrivé en 72. C'est PJ vainqueur, hein. Ouais. Marie Peters gagne en 72 à Munich devant Heidi Rosendahl, mais avec la nouvelle table, Rosendahl aurait pu gagner. Ah Donc, oui, ça a changé après. ça dépend des tables aussi quand c'est très serré. Triplé russe au pentathlon aussi en 1980. Oui, après les triplés russes, il y en a eu. Alors, ce triplé, il est spécial parce que les trois ont battu le record du monde. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, la troisième a terminé première du 800, la deuxième, et et la troisième gagne Troisième fois, oui. En fait, lors d'arrivée du 800 mètres, elles ont toutes battu le record du monde les unes après les autres, ce qui fait que ça a été les records du monde les plus courts de l'histoire Oui, avec d'accord. Juste le temps que la fille passe la de ligne. secondes. Ah ouais. Voilà. Ouais, pas mal. Et du coup, le record avait été établi au final par Nadia Tchachenko avec 5083 points. Katienko devant Rachupkina et Kuragina, il me semble. Et Kuragina, c'est ça. Et bah pas mal. Bon, désolé Diane et Mamie, du coup. Bon, allez, on va se toucher là. Vous n'avez pas eu de chance d'être tombé sur un PJ des grands jours. C'est Ouais, ouf. Bon, c'est clair. Mamie, Il est bon, il est bon. t'aimes les défis, mais malheureusement au quiz contre PJ, bon, c'est pas évident. Mais bon. Des fois, je c'est me clair. vautre complètement. L'autre fois, complètement vautré sur le 400 R. C'était sur 400 S quiz spécial 400 S. Tu t'es même fait battre par Lena, donc c'était vrai que c'était pas une grosse perf. Ah ouais. C'était pas une belle perf, mais bon. là ça t'allait bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Mamie, t'as terminé ta saison ou on te retrouve sur les pistes là? Non, j'ai fini ma saison. T'arrêtes là? C'est bon? Ouais. Tu prends des vacances? Ouais. Ouais, je prends des vacances, ouais. Enfin, j'ai beaucoup de boulot, donc du coup, ouais, Ah. c'est saison finie là. Ok. Bon, bon repos, on te reverra pour la saison prochaine. Mon Diane, toi, on sait que pour Ouais. l'instant, t'es bien prise avec ton stage, mais tu t'entraînes quand même un petit peu à côté? Ouais, je m'entraîne tous les matins, hein, on se lève et j'y vais avant le travail, quoi, et des fois le soir. Ok, bon. et PJ, bon, toi, tu nous as dit, voilà, là tu récupères Tokyo et ensuite, avec Quentin, vous allez aller sur quelques meetings vers le mois de septembre. Bon, malheureusement, voilà, vous pouvez pas faire les Diamond League parce que le Barto n'est pas en Diamond League. On en parlera peut-être Tant mieux. un jour. Ah oui, tu ne serais pas pour? Bon, on est bien, on a notre circuit, on a 6 essais, donc c'est bon. Hein. Moi, je parle pour. Oui, les 6 essais, je suis d'accord. Mais pour d'un point de vue financier, je pense que c'est pas forcément. Je sais même, on m'a posé la question, est-ce qu'il y a toujours un challenge Hammer? Je sais même pas. Ah. Bon. Non, mais bon. Voilà, la Diamond League, voilà, qui reste une belle vitrine quand même pour les athlètes et pour qu'il y ait pas mal, à mon avis, quand même, d'un point de vue financier. Mais malheureusement, pas pour les lanceurs de marteau qui sont un petit peu à l'écart. Et je crois qu'il y avait les lanceurs de disques, mais je crois qu'ils sont revenus dessus. Oui, c'est la seule épreuve du coup, le marteau. Ouais, c'est ça. Ils voulaient enlever le disque et finalement ils le laissent parce que ça avait fait. Ouais. Oui. Mais ils ont voulu enlever plusieurs épreuves, hein, soi-disant, d'après un sondage comme quoi le triple saut et le poids et le disque n'intéressaient pas les gens. Enfin, Oh, le triple. Ouais, oui, c'est vrai que c'est étonnant. Ouais, les sondages. Oui. c'est Ça devait l'année où le triple saut est en ébullition. ça devait être le même ça sondage n'intéressait PJ. pas les gens. Ça devait être le même sondage que celui qui disait que les gens adoraient le 6ème essai en or. Je pense que C'est ça. on l'a pas vu passer ce sondage-là, mais ça devait être le même sondage. Mais, déjà, si le disque et le poids restent sur le long terme, ouais. Je sais pas d'où il sort ce sondage. Bah non, personne, mais bon. Bon, en athlétique, ils trouvent des petits sondages comme ils les arrangent, donc voilà. Quoi, ou la Diamond League, ils se mettent d'accord là-dessus. Mais bon, en tout cas, voilà, des gros meetings qui arrivent là en Diamond League et peut-être une émission, pourquoi pas spéciale Diamond League. Il y aurait quand même des choses à dire. C'est un bel outil, mais voilà, des fois, il y a des choses un petit peu bizarres. On pourrait en débattre justement de la Diamond League et de ce qui pourrait être amélioré peut-être pour mettre les athlètes plus en avant possible. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là, Diane, PJ, Mamé, c'était super intéressant. Et voilà, c'est tout. Bonne soirée et à la Merci. prochaine. Salut. À bientôt. Salut. Au revoir. Ciao. Au revoir. Ciao.